Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce dimanche, que votre été comme d'habitude se passe très très bien. Ici ça roule à merveille, écoutez, on passe un bon petit week-end, on est allé dans les Landes, on a pu voir encore une fois les succès de la natation française et ça fait grandement plaisir. On se penche toujours sur l'actualité du Mercato, hein, c'est le récap Mercato, c'est votre quotidien, votre rendez-vous hebdomadaire 2 fois par semaine. Voilà, on essaie de parler un petit peu de tout ce qui se passe sur le marché des transferts avec les infos, les dernières rumeurs, les officialisations et aussi un petit peu des focus. Vous savez que j'aime bien faire ça, m'arrêter sur des joueurs, des clubs, histoire de faire un petit peu tout le tour de ce qui se passe dans les différents championnats. D'ailleurs, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on allait terminer, qu'on était sur dans moins de 2 semaines, on reprend la Ligue 1, donc c'est vrai que la saison s'est terminée assez tard avec la Coupe du Monde des clubs. Et là, ça y est, on est pleinement reparti avec les matchs amicaux qui s'enchaînent. J'ai vu que l'OL avait de nouveau joué. J'ai vu qu'il y avait un Monaco-Ajax. J'ai vu que Stade Rennais avait affronté la Real Sociedad, que l'OM avait fait son retour au Vélodrome contre Séville. Et tu as en même temps le PSG qui va reprendre lui juste son entraînement mercredi. Le PSG qui fait un petit peu tout en décalé, en sachant que le PSG reprend l'entraînement mercredi et que dès le 13 août, tu as ce fameux match Super Coupe d'Europe contre Tottenham. C'est vrai que pour le coup, le PSG enchaîne énormément de choses. Et comme le dit Gouavi, parlons du TFC un peu. C'est vrai que Toulouse, bon, moi vous connaissez mon avis sur les matchs amicaux. On peut leur donner l'importance qu'on veut. C'est bien pour voir de nouveaux joueurs en action, des jeunes qui peuvent prendre du temps de jeu, des automatismes. Mais la vérité des matchs de préparation n'est jamais celle des matchs officiels. Et faut pas non plus s'enflammer dans les deux sens. Par contre, des fois, il y a des cas où tu es plus qu'obligé de tirer à sonnette d'alarme. Et c'est vrai que le TFC, qui vient d'enchaîner déjà une défaite 7-0 contre Leipzig, vient de reprendre 6-0 contre Stuttgart, ou 6-1. Je sais plus le score exact, mais en gros le TFC, tu regardes leur prépa, ils ont marqué 2 buts en 5 matchs, ils ont fait une défaite contre QPR, tout ça, 13 buts en 2 matchs, c'est jamais anodin. Là pour le coup, quand ça se passe aussi mal, oui, là tu peux quand même t'alarmer, là il y a de quoi être un petit peu catastrophé. On verra, hein, parce qu'évidemment, une fois que la musique de la Ligue 1 retentit, que tu as le retour des stades, tout ça, c'est quelque chose de différent. Mais très clairement, Toulouse, c'est vrai qu'il y a une vraie. On peut le dire, je pense qu'il y a une belle petite alerte compte tenu de ce qu'on voit en match amical et de comment ça se déroule. Donc ouais, on parlera plutôt sur ce live de Mercato de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui pourrait retrouver la Ligue 1, Flotov qui ne va pas revenir à Lille, son premier amour, le club où il a laissé un excellent souvenir. Il a décidé malheureusement d'aller chez le voisin nordiste, le RC Lens, avec une envie pour Pierre Sage d'avoir un nouveau milieu offensif. On va regarder ça parce que ça peut être pas mal du tout, je pense, comme option. On a Timothy Weah, ça y est, c'était un petit peu le feuilleton de l'été. Je ne sais combien de tweets ont été faits sur le cas Timothy Weah depuis 1 mois et demi. C'était un petit peu à saturation et finalement, ça y est, le dossier s'est enfin décanté. Il devra arriver à l'OM pour un package d'environ 18 millions d'euros. On a Lookman qui a demandé à l'Atalanta de le libérer. Lookman qui va absolument rejoindre l'Inter. Et ça, pour le coup, ça représenterait quand même un gros transfert en Serie A. Et puis, tu as des mercatos par-ci par-là. Comme toujours, on va s'y intéresser. L'OL, l'Olympique Lyonnais, la dernière fois qu'on avait fait un focus sur le mercato de l'OL, on a été un petit peu désabusé, désemparé. Le mercato de l'OL a nettement bougé. On a 2 arrivées qui vont intervenir sous peu. Pavel Souk, milieu offensif tchèque, et Tyler Morton, un jeune milieu défensif anglais. Et l'info qui vient de sortir de la part de Foot Mercato, Benjamin Bouchouari, un transfert entre Stéphanois et Lyonnais, ça n'arrive pas tous les jours. On sait que ça peut être assez tendu, mais pour le coup, Bouchouari, forcément, on va regarder le dossier attentivement, parce que est-ce que finalement l'OL a un vrai besoin de le recruter? Moi, je trouve qu'en tout cas, la piste, elle me plaît. Après, évidemment, tu as autour la rivalité, c'est pas simple du tout, parce que Bouchoirie a quand même passé 3 ans à Saint-Étienne. Du coup, on va voir tout ça. Évidemment, on va aller chez nos copains de l'équipe pour regarder un petit peu les dernières infos mercato du jour. On aura aussi les officialisations comme d'habitude, donc installez-vous, prenez place. J'espère que pour vous aussi, ça roule comme toujours. Je vois qu'il y a les habitués, hein, Ninor, Valou, Brandon, Soso Chat, la modératrice, des petits nouveaux comme Noat, Animal, Crypto et Jnounez qui nous dit Lorient qui a gagné contre Swansea. Ouais, Lorient, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais un mercato intéressant, une bonne prépa. On fera un dossier un peu plus tard sur Lorient. Il nous reste de toute façon le récap mercato.
Je pense qu'on va le faire jusqu'à la fin du marché des transferts, en gardant le rythme, même avec la reprise de la Ligue 1. Il y aura évidemment le débrief Ligue 1 le dimanche soir, mais je pense que je garderai ça à côté afin de vous parler comme toujours de marché de transfert. Donc peut-être que je ferai ça plutôt je sais pas, soit le mardi et le vendredi. Enfin, je trouverai la bonne formule ou on trouvera les créneaux pour parler de marché de transfert. De toute façon, c'est vrai que là, on a encore un mois de mercato. On a des clubs qui vont nettement accélérer leur marché. Je pense au Paris Saint-Germain, qui n'a toujours pas enregistré de recrues. On l'a dit, hein, c'est peut-être la semaine où enfin Zabarni et Lucas Chevalier vont signer. Donc ça pourrait être un beau coup de la part du Paris Saint-Germain d'enfin avoir des recrues, d'envoyer un message. Ok, on est bien là, c'est juste que là, on se reposait. C'était le but. Et c'est vrai que tu le demandes, hein, Romain. C'est vrai qu'au niveau de l'actu, est-ce que tu vas faire des prédictions Ligue 1 ? En fait, les prédictions Ligue 1, moi perso, j'en fais sur Twitter et sur jeu. Est-ce que si j'en refais en stream ou en vidéo, c'est pas un peu trop lourd ? Par contre, il y aura comme toujours les tweets de prédiction où je vous demanderai qu'est-ce que vous attendez pour la Ligue 1, pour les championnats européens, LDC. Ça va arriver juste avant la reprise du championnat. Ne t'inquiète pas, on y pensera comme toujours et on débriefera ça en fin de saison. Et je pense qu'encore une fois, comme tu le dis, Ninor, on va se régaler. C'est toujours bien les prédictions après. C'est ça, le foot c'est extrêmement compliqué parce que il peut se passer tellement de choses, ça peut aller très très vite dans les deux sens. Du coup, t'as vite fait de te tromper et finalement tu peux passer pour une buse. Sauf que on a vu beaucoup de gens faire des très bonnes prédictions, des catastrophiques. Tout dépend d'où est-ce que tu mets le curseur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sport qui est vraiment pas évident à deviner. Là en Ligue 1, t'as des tendances. Tu peux dire, par exemple, l'OM fait un gros mercato. Ils seront sans doute, je pense, sur le podium. Strasbourg, qui est quand même l'équipe qui a le plus dépensé aussi, ça peut être un vrai candidat au top 5, top 6, et pourront faire mieux que Conférence. Peut-être que, par rapport à ce que tu vois en match de prépa, dire qu'un Toulouse peut être un candidat finalement à la relégation, ça peut être aussi le cas. Donc non, franchement, il y a toujours des prédictions, tu peux sentir les choses, mais... c'est pas, enfin il peut se passer plein de choses, des grosses blessures, 2-3 matchs qui se passent mal, direct un changement d'entraîneur, puis le nouveau coach, c'est vraiment un sport qui te retourne le crâne et tu peux très très vite mal terminer. Enfin, c'est vrai que des fois je me balade sur TikTok et tu sais, je tombe sur des vidéos qui pop au hasard et je tombe sur des scénarios de foot, le FC Nantes qui était en train de jouer sa peau pour le maintien et qui réussit à battre et le RC Lens en quart de finale de Coupe de France, le RC Lens qui à l'époque était deuxième de Ligue 1 et qui luttait presque pour le titre avec le PSG, et l'Olympique Lyonnais qui avait une chance inouïe d'enfin avoir de nouveau un trophée et qui paume contre Nantes à la Beaujoire. Tu vois, c'est un sport mais tout à l'heure j'ai parlé de l'OM, le nombre de scénarios où tu t'exploses la tête entre Annecy, le Panathinaikos, Tottenham, la fameuse tête de Kolasinac. Ça, je parle que des trucs un peu récents. Après, tu as eu aussi le raté de Germain contre Atletico, tout ça. Ouais, je pense que ce sport nous rend tous un petit peu fou, et même moi, pour l'avoir expérimenté avec les Girondins, bon, il n'y aura pas de prédiction N2, désolé, hein, je connais pas assez bien le championnat, mais ce qui est sûr, c'est que il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul parce que ce sport peut t'épuiser. Et puis là, en plus, bon, c'est comme d'habitude. Hein, Twitter, on lui donne l'importance qu'on veut ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que les matchs reviennent officiels. Et surtout, il y a là les débats que je vois passer en ce moment. C'est Hazard n'a pas été un très bon joueur de Première Ligue. Drogba n'est pas une légende de Chelsea. Je vois passer des trucs. Vraiment, ça... Waouh. Je pense qu'il est vraiment temps soit de couper, soit de revenir à certains matchs. Et oui, c'est des phrases que j'ai vues passer sur Twitter. Et le pire, c'est que le mec, je pense qu'il fait ça pour stat, ok, mais c'est qu'il y a beaucoup d'interactions, de likes. Et finalement, c'est le genre de truc, tu dis, mais c'est une unpopular opinion, mais il y a quand même pas mal de gens qui le rejoignent. Et là, je suis là, attendez, comment Drogba, tu peux pas le considérer comme une légende de Chelsea, du foot africain, de l'APL. Moi, ça me désabuse. Et le pire, c'est que là, on a vu ça il y a 10-15 ans, même des fois un peu plus récent pour Hazard, mais ça va continuer le révisionnisme. C'est-à-dire que des gens et j'ai rien contre eux, évidemment c'est une toute petite part, mais des gens qui sont nés entre 2006 et 2015, dans 10 ans quand ils auront la parole, ou ils l'auront peut-être un peu plus tôt, ils te ressortiront ça. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est que Drogba, ils vont aller voir sa fiche sur Transfermarkt. Ils vont voir des saisons où Drogba n'a pas marqué énormément de buts.
Et ils vont prendre en exemple les standards de l'époque. Et quand tu prends en exemple les standards de l'époque, qui c'est qui arrive? C'est les deux aliens. C'est Messi et Ronaldo qui faisaient des saisons à 50 buts en championnat, voire 70, 80, toutes compétitions confondues, ou Messi qui a fait plus de 90 buts sur une année civile. Bah là, du coup, oui, bien sûr que Drogba est moins fort que ces deux-là. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, tous les joueurs, faut les mettre dans une autre case et dire que c'est pas des légendes juste parce qu'ils sont vécus en même temps que ces monstres-là? Non, bien sûr. En plus, c'est ça, Drogba, il a tellement de moments marquants. Juste la finale avec des champions, ça, pour moi, ça reste en tête. Cette finale où il met ce but de la tête et il te met aussi le tir au but et c'est l'un des joueurs qui est sur le terrain pour soulever la première LDC de Chelsea. Évidemment que c'est marquant. Franchement, c'est hyper déterminant. Et ouais, j'ai bien peur que là, plus on va avancer dans le temps, plus les gens ne vont pas avoir en souvenir les matchs de ces gars-là. Et finalement, ce qui va être le juge de paix, la manière de dire si c'est un très bon joueur ou un mec lambda, c'est les stats. Non, parce que les stats, ça faisait pas tout. Mais à l'époque aussi, on sortait pas les stats. Moi, je trouve que les stats, c'est un formidable outil. Je le dis souvent, enfin je trouve que c'est intéressant d'aller prendre ça, il y a des joueurs, t'es obligé quand même de prendre ça en compte parce que bah t'as des finitions, t'as des données intéressantes, mais l'impression visuelle doit toujours dominer. C'est-à-dire que un joueur comme Drogba, si tu me sors d'abord sa fiche Transfermarkt avant de me dire bah tiens, son but contre Everton, ses buts contre Arsenal, sa campagne de Coupe UEFA avec l'OM en 2003-2004 ou tout ce qu'il a pu faire à côté, Là, tu vois, on pourra commencer à parler. Par contre, si tu me dis, ouais, mais telle saison, il a marqué seulement 9 buts en PL, c'est une fraude. Bah non, là, pour moi, le débat ne sera pas possible. Bon, voilà, c'était l'instant, comment dire ça, instant un peu boomer. C'était l'instant boomer entre nous. Mais oui, la CR7 messisation du foot, on voit malheureusement les dégâts. Ouais, c'est ça. Je le voyais. Et là, ces derniers temps, je le remarque de plus en plus à quel point un joueur qui ne fait pas toutes ses saisons à 25-30 buts et une dizaine de passes D, c'est finito quoi. Oui, par exemple, Benzema, il a aussi eu cette année de creux en 2017, 2018 de mémoire où il marque 6 buts en PL. En Liga, et t'as vu tout ce qu'il a fait à côté. Et après, il y avait d'autres joueurs aussi pour prendre la relève. Oui, c'est sûr que la saison où Benzema fait ça, il est moins bon. Et je dis pas que ça par rapport aux stats. Mais sinon, après tout ce qu'il a fait, le mec, il a fait peut-être le truc le plus dur. Rester numéro 9 du Real pendant plus de 10 ans. Il y a eu des hauts et beaucoup de hauts. Il y a eu quelques bas, ok. Mais ça peut arriver dans une carrière. Et franchement, au final, qu'est-ce que tu retiens? T'as toutes les LDC, t'as cette campagne de LDC 2022 qui est juste lunaire. Non, franchement, c'est fort, quoi. C'est très très fort. Après le mercato, à la fois on aime, mais en même temps, H24 des infos et rumeurs, plus les médias français moins étrangers à ce sujet. Moi, je trouve que le mercato, c'est la première fois que je fais un petit peu ça, vous savez, ces émissions-là. Et je trouve que c'est bien de se poser pour regarder un petit peu les rumeurs, les dossiers, étudier des joueurs, voir des dynamiques, des projets de club. En sachant, mais là aussi, je le redis, je crois que j'avais dit lors d'un des premiers récaps mercato, tu peux bien sentir un mercato, tu peux être hypé, tu peux dire sur le papier c'est bien, mais on dit à la fin, là, le 31 août ou le 1er septembre, vous allez avoir des tweets. Alors, qui a fait le meilleur mercato? Bah non, moi, je peux pas le dire. Je peux pas le dire au 31 août, 1er septembre. Faut attendre 6 mois, faut attendre une saison. C'est impossible de dire. Alors, évidemment, tu peux dire que Liverpool, vu tout ce qu'ils ont envoyé, tu as Naples qui s'est fait une deuxième équipe qui va être compétitive sur tous les tableaux. Tu as l'OM qui fait un mercato très intéressant, je trouve. Tu as Strasbourg qui a envoyé aussi. Tu as le Sunderland, tu as l'Atletico. Tu as énormément de clubs où tu sens des choses qui peuvent se passer. Mais entre l'attente, ce que tu ressens et la vérité du terrain, des fois il y a des écarts monstrueux. Le Milan 2017, quand ils font les Biglia, les Musacchio, les Ricardo Rodriguez, les André Silva, les Borini, tout ça, Çalhanoğlu, à l'époque aussi, tu avais une hype qui était dingue. Pourtant, je pense que vous allez voir l'avis Wikipédia, la fiche Wikipédia ou le récap de cette saison, c'est catastrophique sur tous les points. Donc ouais, un gros mercato n'est pas gage que ça marche à tous les coups. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué, mais tu peux quand même dire, j'aime bien le mercato qu'a fait telle équipe, parce que ils avaient tel besoin à tel poste, ça a été comblé, ils ont pris des jeunes joueurs, ils sont allés chercher dans les championnats qu'on ne connaît pas trop. Ça, tu peux quand même bien le ressentir, quoi.
J'attends Braque et sa question sur qui a fait le meilleur mercato en septembre. Bah moi je lui ferai cette réponse de diplomate. Je dirais bah moi c'est difficile de pointer ça. Et pourtant bah bientôt je vais faire une vidéo sur les équipes que j'ai le plus envie de voir cette saison, parce que je trouve, encore une fois, que leur mercato sent bon, que ça va dans la bonne direction, qu'il y a eu de la stabilité au niveau du coach, que voilà, il y a des idées, mais par que ça se trouve, le bilan, c'est que ça se trouve, l'Atlético, ils prendront pas de titre, que Naples sera voilà, top 4, mais sera fait sortir en barrage, que Sunderland va être relégué, que l'OM va nous décevoir en LDC, je ne sais pas, il peut passer tellement de choses. Du coup, ça, c'est toujours intéressant à regarder, mais ça fait partie du débat, quoi. Donc voilà. Et t'as des clubs qui agissent au dernier moment, on n'est que le 3 août finalement. Bah, c'est vrai que je crois que c'était Philippe Goguet de Culture PG qui disait ça. L'an dernier, la première recrue parisienne, elle arrive le 5 ou 6 août, et c'était João Neves. Ensuite, il y a eu des recrues avec Pacho, Safonov, Doué, et ensuite Guevara au mercato hivernal. Mais tu vois, en gros, le PSG est une équipe qui attend avant de bouger sur le marché des transferts, et c'est une petite tendance, tu vois, qu'on retrouve, quoi. Paris FC, par exemple, en Ligue 1 maintient ok, mais avoir la bonne surprise. Ouais, bah tu vois, Paris FC à se prononcer là-dessus, là aussi, on a envie de voir. Franchement, bah, t'as un projet comme ça qui arrive en Ligue 1, un championnat où, bon, on a du mal des fois à renouveler, avoir de nouvelles histoires et tout. Là, t'as un projet de méga riche qui a quand même obtenu sa place, bah, j'ai envie de dire sans tricher, normal, mais ils sont montés parce qu'ils avaient déjà construit quelque chose, qu'ils avaient été pas loin à chaque fois, ils ont des scénarios fous. Je me souviens du Paris FC qui perd à la maison contre Lens, où t'as tout un parquage de Charletti qui est en soi, c'est assez fou. T'as eu un Paris FC Sochaux aussi, t'as eu un Rodez Paris FC. En gros, Paris FC, c'est vraiment l'équipe qui devait monter depuis pas mal de temps, et juste qui s'est pris les pieds dans le tapis, quoi. Là, par contre, ça y est, ils tiennent enfin leur montée, et pour le coup, c'est un club qui avait plutôt recruté de manière maligne, qui est allé chercher des bons profils, les Ilan Keba, les Maxime Lopez, des jeunes joueurs qui se sont développés comme Nkambadio au cage. Donc non, moi je trouve que le Paris FC a pas volé sa place. Maintenant, bah, ils ont récupéré ce projet Red Bull et le VMH en cours de saison, et on va voir ce que ça donne. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que pour l'instant, le Paris FC fait les choses bien sans être démentiel. C'est-à-dire qu'il récupère des joueurs pour la Ligue 1 avec Moses Simon, Noah Sangui. On a parlé notamment de Benjamin André, mais ça ne s'est pas fait. On a évoqué Amari Traoré de la Real Sociedad qui est passé par Rennes. On a aussi Aïdara qui était à Lens, Brest, qui pourra arriver. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un mercato finalement où tu as des ambitions. Quand tu vois Moses Simon, tu vois le prix qu'ils ont dépensé sur Otavio, mais aussi ça temporise. Tu fais des matchs amicaux, tu regardes les joueurs qui sont prêts pour la Ligue 1, ceux que tu peux un petit peu écrémer, et ça se trouve, bah, tu regarderas les premiers matchs de la saison, et s'il faut faire un petit peu de coups d'accélérateur, ça peut être mal, quoi. Ah, c'est pas le même Aïdara, pardon. Ah, c'est le Aïdara de Leipzig. Ah, pour le coup, c'est une autre dimension. Ah bah tu vois, la première recrue 100% un petit peu Red Bull, parce que l'Aïdara de Leipzig, ouais, je manque pas de respect à Macedo Aïdara, mais qui a fait quand même une belle carrière, qui a dépanné souvent, qui a été pas mal à Brest, je trouve. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le Aïdara Leipzig, c'est... Ouais, là, pour le coup, je te dis que c'est un projet qui est sérieux, mais qui va aussi un petit peu s'accélérer, quoi. Bon, après, hein, les négociations entre Paris FC et Leipzig, je sais pas à qui t'envoie l'offre de transfert, mais je pense qu'il y a quelques petites facilités. C'est comme toutes les bonnes histoires de multipropriété. Rien à voir avec le mercato, tu regardais les épisodes de la série de l'OM. Alors j'ai vu que l'OM avait sorti plusieurs séries, enfin plusieurs épisodes d'une série documentaire sur la saison dernière. Moi je suis plutôt de la team à attendre que tout sorte et me regarder ça, mais j'avoue que les extraits me hype pas mal. C'est une très très bonne nouvelle pour la communication des clubs, que tu puisses avoir de tels moyens et que tu puisses avoir vraiment ces coulisses-là et comprendre un petit peu le fonctionnement, avec beaucoup de témoignages où tu laisses aussi des choses vivre, les moments très forts. Et je trouve que ouais, c'est pas mal. J'espère que Ligue 1+, qui aura normalement aussi un accès au vestiaire du Paris FC, on aura d'autres images sympas, mais je pense que voilà, ça peut donner des idées à d'autres. Je sais qu'il y a des clubs qui ont tenté ça, hein. Même Bordeaux à l'époque, Bordeaux ils faisaient des documentaires un petit peu inside et qui étaient très intéressants. Bon,
peut-être dommage en tant que journaliste, tu vois, de voir ça et que peut-être qu'ils se confient plus à nous, ou que ce soit devenu très très difficile de recueillir leurs témoignages. Mais dans l'autre sens, je trouve que c'est tellement bien filmé, c'est une très belle prod, et ça le fait. Et c'est vrai qu'il y a Le Havre aussi qui a ressorti un très bon reportage, Montpellier Héros sur Canal, qui était très très bien. De toute façon, le modèle, celui qui a un petit peu tout lancé, c'est le fameux Sunderland Till I Die sur Netflix qui avait... je sais pas si c'était une révolution à l'époque, mais c'était un documentaire qui avait fait beaucoup parler parce que à l'époque, les caméras Netflix étaient là pour filmer un truc qui devait bien se passer, équipe qui descend de Championship, projet normalement attractif, et ils devaient remonter en mode on filme quelque chose de joyeux. Si vous savez ce qui s'est passé, ils ont filmé une saison à l'envers où les mecs ont terminé 24e sur 24, et du coup on se retrouve avec une première saison qui est dingue, et les deux suivantes elles sont aussi pas mal du tout. Mais c'est vrai que ensuite on a eu pas mal, on a eu les All or Nothing avec Tottenham, Arsenal, on a eu beaucoup de belles séquences, et c'est vrai que même moi j'ai vu il y a 2-3 mois, celui sur l'Allemagne à la Coupe du Monde 2022, quand ils sont sortis au premier tour, vous savez, avec la défaite contre le Japon, tout ça, avec Hansi Flick qui est là, et vraiment, vraiment pas mal. Franchement, c'est très fort. Ouais, c'est ça, Sunderland, le premier épisode est dingue parce que, tu vois, il y a un bon mood, tu redescends de PL, ok, mais vas-y, on va se retaper, allez, pourquoi pas. Il y a un match amical contre le Celtic, c'est l'été à Sunderland, ça fait peut-être pas rêver, mais au moins, tu vois, il y a un bon mood, bim, 5-0. Et là, à partir de là, c'était finito de chez finito pour nos amis des Black Cats. Mais ouais, bah exactement, dans le All or Nothing sur Tottenham, il y a le moment qui est très fort entre Mourinho et Dele Alli. T'as Lindsay Rose aussi qui vient dans le bureau du coach demander des explications et Mourinho lui dit ça. T'as le clash avec Son et Lloris. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de moments qui sont très sympas, quoi. Celui de l'Allemagne dont je vous ai parlé, c'est un All or Nothing, donc il est aussi sur Amazon. Et Danny Rose, Lindsay Rose. Enfin, mais je confonds tous les joueurs. Je confonds les Haidara, je confonds les Rose. Parce que Lindsay Rose, c'est évidemment un défenseur qui était passé par l'OL. Et bon, si c'était retrouvé à Tottenham en 2019-2020, c'était une belle progression pour lui. Mais c'est bien Danny Rose. Je sais pas pourquoi je l'ai confondu. Merci beaucoup à Merab qui a offert un petit abonnement sur le live à Isaac. Merci beaucoup, mon gars. Tu régales. J'espère que tu vas bien. Mais du coup, on va tranquillement aller là-dessus. J'avais juste vu un message, et évidemment, je vais aussi m'adresser à ceux qui écoutent en podcast ou en rediffusion YouTube, parce que je sais que c'est quelque chose qui était demandé. Du coup, pour ce mois d'août, j'ai décidé de regrouper tous les podcasts ensemble. Donc, vous allez avoir en gros et les débriefs de Scipion et Formation FC qui vont fusionner. Ça s'appellera désormais le COP de Scipion, avec le petit logo qui a été fait par Pierre Lowe, un cas à part que je remercie. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal, parce qu'évidemment, j'ai 2 émissions et c'est un petit peu dispatché partout. Et là, du coup, on sera sur une seule plateforme. On aura les émissions YouTube, on aura des podcasts de temps en temps s'il y a des interviews qui se font à l'audio. On aura évidemment toutes les émissions, Mercato, débrief et tout. Donc là, vous avez un endroit où vous retrouverez tout. Donc j'ai fait une petite lettre parce que Formation FC finalement c'était quelque chose où je postais plus beaucoup, où j'étais plus trop actif. J'avais fait encore 2-3 émissions et même un peu plus en lien avec YouTube l'an dernier, mais voilà, je pense que j'étais arrivé au bout du processus parce que finalement ce que je faisais avec Formation FC, je le faisais de plus en plus sur YouTube, à savoir parler de clubs, de jeunes joueurs, de formation. Enfin voilà, tu vois, j'ai parlé de Max Doman, le petit prodige d'Arsenal, et ça serait clairement un truc qui était Formation FC, sauf que je l'ai fait sur YouTube plutôt que là, parce que je savais que ça aurait plus de portée désormais sur YouTube. Mais voilà, évidemment, le podcast continue toujours, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme toujours, hein, si vous voulez que les coquers qui m'accompagnent, que vous pouvez entendre les vidéos, puissent manger à leur faim et avoir suffisamment de croquettes, mettez les 5 étoiles, mettez de la force, comme ça, évidemment, ça permettra un peu plus de faire connaître le podcast. Et puis la question également, j'avais vu, c'était est-ce que c'est que sur Spotify? Non, avec Ocha, j'ai l'émission qui est partout, donc Deezer, YouTube, SoundCloud de mémoire, Amazon aussi, Apple évidemment, qui est parmi les grosses plateformes. Donc là, vous avez vraiment l'émission qui est à peu près partout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça, vous abonner, et puis on continue comme ça. Donc ouais, il y aura du contenu qui sera publié dès que ça sort, que ce soit de la rediff
ou de la vidéo YouTube, ou encore une fois des interviews podcast sera encore possible, bah, ce sera là le rendez-vous, le COP de Scipion, donc n'hésitez pas à aller suivre ça. Bon, je crois qu'on a quelques infos mercato à aller voir les amis, parce qu'il se passe évidemment des choses du côté du ballon rond, avec beaucoup de transferts, de nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Ligue 1, mais aussi à l'étranger, avec, on va le voir, j'ai réservé un petit dossier sur Lookman, parce que Lookman, ça représente un gros transfert qui peut intervenir en Italie. Ouais, Matelo, pas de souci, j'irai check les DM. J'irai voir ça. Ouais, désolé, des fois, c'est vrai que on reçoit pas mal de messages et des fois, je passe un petit peu à côté. Mais évidemment, j'essaie toujours de répondre dans la mesure du possible. Allez, on va aller voir ça. Donc, Michel Aebischer qui s'engage à Pise. Aebischer que j'ai beaucoup aimé à l'Euro. 32 caps avec la Nati, prêté avec option d'achat obligatoire par Bologne. Il n'a disputé que 14 matchs de championnat la saison dernière en raison d'une blessure à l'adducteur. Donc il s'engage avec un promu. Ça, tu vois, Aebischer en Ligue 1, ça aurait été recrue pas dégueu, pas déconnante. Ça aurait été pas mal pour beaucoup d'équipes, que ce soit des promus ou quoi, en tout cas que Pise. Et d'ailleurs, je pense que l'entraîneur de Pise, il faut évidemment qu'on s'arrête juste dessus, parce que de mémoire, c'est un champion du monde 2006 et c'est Alberto Gilardino. Donc là, pour le coup, c'est quand même un bel accomplissement pour lui, qui a quand même fait pas mal d'équipes. Hein. Le Genoa, c'est vrai, le Genoa qui était une équipe où ça marchait plutôt bien. Ah, mais en fait, j'avais dit champion du monde, mais il n'est pas champion du monde. Si, il est champion du monde, pardon. Juste que ça arrivait après le titre d'Italie Espoir et d'Italie Olympique. Mais c'est vrai que bon, ils avaient quand même Del Piero, Totti, Luca Toni sur le front de l'attaque. Et en plus d'un Gilardino. Donc c'est plutôt propre. Donc, pas mal. Moi, j'aurais bien voulu voir ce joueur en Ligue 1. Franchement, je pense que ça aurait été intéressant. Ah, Armando Broja serait proche de rejoindre Burnley, promu en Première Ligue. Un accord global a été trouvé entre les deux clubs, mais l'avancant de 23 ans, à qui un contrat de 5 ans a été proposé, n'a pas encore donné son feu vert à l'opération. Le montant de l'opération, pour atteindre plus de 22 millions d'euros, l'international albanais, 27 sélections, 5 buts, n'a disputé que 5 rencontres de PL sans inscrire à ce but. Armando Broja, il a quand même une cote, il a quand même coûté un petit peu en transfert. Ça, il est toujours à Chelsea. J'ai l'impression que ça y va sur les montants de transfert avec lui. Ah non, c'est juste des prêts. Il enchaîne beaucoup de prêts. Il a fait Everton l'an dernier. J'ai absolument aucun souvenir, aucun match de tête avec lui avec Everton. Pourtant, le Everton du grand David Moyes, on l'a vu, hein. Mais là, je suis passé à côté. On a Fulham, ça je m'en souviens. On a Southampton, où c'était pas mal. Et on a le Vitesse Arnhem. Le Vitesse Arnhem, ce club néerlandais, vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui étaient prêtés par Chelsea. Et il y a eu l'information qui est parue cette semaine, et c'est toujours un petit peu triste, quand on a un club qui disparaît ou qui en tout cas file au niveau inférieur. Le Vitesse Arnhem, qui a été relégué en D2, pourrait tout simplement disparaître ou alors filer très très bas. Ça rappelle le cas de Boavista au Portugal, ou de Sedan, du Mans, pas mal d'équipes, même du Chievo Vérone. C'est vrai que Chelsea a délaissé son jouet et s'est tourné vers un autre jouet en Alsace. Mais le Vitesse Arnhem était quand même un club qui faisait souvent des participations à des Coupes d'Europe, qui a eu des joueurs qui sont passés par leur club. Alors, en dehors de se prêter par Chelsea, je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'internationaux et pas des dégueux. Donc, ouais, ils avaient pris une pénalité. Ouais, c'est quand même assez terrible. Donc, évidemment, on leur souhaite beaucoup de force pour se relancer. En vrai, tu vois, ça aurait été un challenge intéressant sur FM, mais je ne vais même pas m'avancer parce que ça se trouve, le club sera même pas disponible dans la base de données FM, à moins que tu aies un truc que nos fous furieux de la data et nos petits développeurs réussissent à relancer la machine. C'est vrai que Martin Odegaard était pas là-bas. Martin Odegaard est passé par là. Non, franchement, tu as eu de sacrés joueurs qui sont passés par le Vitesse Arnhem. Ça compte, hein. Ça compte, hein, dans l'histoire du club. Je sais pas si on fait départ record, on va avoir, je pense, une belle liste. Alors évidemment, sur les départs, est-ce qu'on aura peut-être des joueurs prêtés par Chelsea? Je suis pas sûr. Wilfried Bony, quand même, 16 millions qu'a Swansea. Bon, Marco Van Dijk de Chelsea, Milot Rashica, Pierre Van Hooijdonk, les plus jeunes s'en souviennent pas, mais dans la hiérarchie d'attaquants néerlandais, il était un petit peu derrière parce que y avait Van Nistelrooy, Mackay et après Van Persie, mais c'était un bon buteur. Et Roy Mackay, tu vois, Roy Mackay qui est passé par le Vitesse Arnhem. Donc il y en a des. Et Mamadou Diarra, Djila Diarra,
qui a filé à l'Olympique Lyonnais. Avant, il était là-bas, tu vois. Ricky Van Wolfswinkel, bon, j'ai parlé des grands attaquants néerlandais, peut-être un peu plus compliqué, mais tu vois, Djilou Diarra, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, Mount, Openda. Ouais, en vrai, c'est comme d'hab. De toute façon, à peu près tous les clubs, qui soient en première, deuxième division, si tu fais un 11 des joueurs qui sont passés par là-bas, t'as un 11, je dis pas que ça remporte la Ligue des Champions, ça remporte la Première Ligue, mais tu vas avoir un 11 qui a tellement d'allure, tu risques un petit peu d'halluciner, quoi. Donc, on espère que pour le Vitesse Arnhem, ça pourra intervenir comme rebond. Ah, ça c'est un transfert intéressant, potentiellement, parce que ça concerne un jeune joueur qui évolue en Ligue 1, c'est Noah Djouma, gros espoir de Toulouse. J'ai beaucoup aimé ses entrées en jeu et ses buts en Ligue 1. Et Bruges, on sait que Bruges est très très fort sur le marché des jeunes joueurs et leur potentiel de développement. En gros, vous pouvez être sûr que si Bruges récupère Edjouma là maintenant, je sais pas à combien le transfert, ils pourront multiplier son prix par 5-6 en l'espace d'un an, un an et demi, 2 ans. Ils savent vraiment bien y faire. Donc j'espère que le TFC pourra résister à cette offre et pourra capitaliser sur lui, parce que je pense que cette saison, c'est celle où ce gamin doit un petit peu décoller. Mais quand on voit, encore une fois, la force de frappe désormais des clubs belges qui réussissent à capter ce type de joueurs et à très bien les développer, c'est sûr qu'un Djouma, il est pas bête. Hein. Il voit ce qui s'est passé pour un Talbi, ce qui va se passer pour un Ordonez et un Cateller, tout ça, enfin de Cateller, tout ce qui s'est passé avant lui. Ouais, il se dit que Club Bruges, Club Tremplin, c'est pas mal du tout. Donc j'espère que Toulouse pourra le garder, parce que pour moi, sportivement, il peut grandement apporter en Ligue 1. Mais c'est vrai que déjà que la prépa est pas ouf, déjà que t'as encaissé 13 buts sur le dernier match, ça c'est vraiment le week-end. T'as perdu 6-0 contre Stuttgart, et en plus tu manges un score comme ça. C'est pas... les temps sont durs. Les temps sont durs. Ah, on a beaucoup parlé des joueurs libres la semaine dernière avec l'émission spéciale. On a Luc de Jong qui est encore dispo. Et Luc de Jong, on avait vu ses stats qui étaient vraiment pas dégueux. Alors certains vont dire, oui, tu peux relativiser le championnat, enfin, néerlandais, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, 14 buts et 8 passes D à 34 piges, en sachant que l'an dernier, il avait fait, enfin, en 2023-2024, il avait des stats qui étaient monstrueuses, 25 buts, je ne sais combien de passes D. Et du coup, Luc de Jong à Séville, moi, je trouve que c'est bien, c'est bien pour les épauler, quoi. Je trouve ça pas mal. Vous savez que Luc de Jong, là, je pense sur le chat, il n'y en a pas beaucoup qui savent cette information, parce que c'est quelque chose qui reste entre bordelais. Mais au mercato d'été 2017 ou 2018, je crois que c'est 2017, il y a un attaquant qui doit arriver dans les Girondins de Bordeaux entraînés par Jocelyn Gourvenec. Il y a le choix. Il y a une enveloppe de mercato de 8 à 10 millions d'euros. Et il y a une hésitation entre Nicolas Depréville et Luc de Jong. Luc de Jong qui sortait déjà de belles années aux Pays-Bas, et Nicolas Depréville qui avait marqué 13-14 buts avec le LOSC. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez quel a été le parcours délicat de Nicolas Depréville au Girondins de Bordeaux. Un joueur capable d'être R9 quand il a affronté l'Olympique de Marseille, et qui était Nicolas Depréville les autres matchs. Alors que malheureusement, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à notre attaque, le bon vieux Luc. Et en vrai, ça aurait eu du flow, tu vois. Luc de Jong avec Malcolm et Camano autour de lui. Franchement, l'attaque, elle aurait eu vraiment de la tronche. Et voilà, l'histoire est malheureusement tragique pour nous. Je sens un peu de haine sur Depréville. Non, il n'y a jamais de haine. C'est juste que c'était mid, quoi. Enfin, c'était très mid, quoi. Enfin, il a fait une saison à 8 buts, puis après ça a été plus compliqué. Enfin, il a jamais retrouvé son niveau de Reims, même de Lille. Et surtout, Bordeaux qui dépense 8-10 millions d'euros, t'es obligé d'avoir un mec fiable. T'es obligé d'avoir un gars qui t'apporte beaucoup de garanties. Heureusement, Depréville n'a pas été ça, et je pense que De Jong aurait plus apporté. Après, bon, De Jong, tu peux dire l'adaptation, tout ça, mais c'est un rendez-vous manqué qui me fait mal. Hein. Et surtout que quelques temps après, il y a un autre transfert où Bordeaux était intéressé par un joueur de 3 qui était alors en Ligue 2, un certain Brian Mbeumo. Je me demande ce qu'il est devenu, parce qu'à l'époque, j'étais un petit peu hypé par ce transfert, qui n'a pas pu se faire. Et je sais pas ce qu'il est devenu, hein, vous me direz. Mais un Brian Mbeumo, je pense qu'à Bordeaux, tu vois, pour remplacer un Malcolm plutôt que Samuel Kalou, qui a totalement disparu des radars, je pense que ça aurait pu être pas mal. Mais oui, c'est une histoire à la Lewandowski pour Nantes. De toute façon, ce que je vous ai dit, vous faites un 11 pour chaque club.
Ligue 1, Ligue 2, et tu te dis que t'as beaucoup d'allure dans cette équipe un peu all-time. Et c'est pareil pour les rendez-vous manqués. Les joueurs qui n'ont pas signé, tu vois, Griezmann qui avait fait un essai à l'OL et Montpellier, de mémoire, ou Saint-Etienne. T'avais Saint-Etienne Pastore, t'avais Lewandowski Nantes, mais j'avais aussi le souvenir de Lewandowski Auxerre. N'Golo Kanté raté pour l'OM pour 4 millions. Voilà, tu vois, t'as des trucs comme ça. CR7, voilà, après CR7 c'est un peu différent, mais c'est vrai que est-ce que l'histoire du football n'aurait pas été différente si les dirigeants du Sporting avaient accepté le fameux échange Cristiano Ronaldo-Tony Vérel? Je pense que vraiment ça aurait été je sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Qui finalement, est-ce que ce serait pas Tony Vérel le rival de CR7 si ça se trouve, enfin le rival de Messi? Ça se trouve, on aurait eu il y a un univers parallèle qui existe où c'est Tony Vérel qui a 4-5 ballons d'or et qui joue dans le Real de Mourinho et qui tente de chipper la gloire à Messi, quoi. C'est vrai que ce serait pas mal de vivre dans cet univers-là. Ouais, Ruben Dias à l'OL, Mbappé à Caen. Ouais, non, mais tu vois, t'en trouveras toujours des articles et des trucs comme ça où tu hallucines un petit peu et tu dis mais pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'aille pas au bout? Oui, c'est sûr que Vérel était déjà un ancien, mais c'était juste pour dire que bon, ça aurait été quand même drôle de voir cet univers un petit peu parallèle. Ça tu vois, l'information qui est sortie, inculpé pour viol et agression sexuelle, l'ancien milieu d'Arsenal Thomas Partey serait proche de s'engager avec Villarreal. Ça par contre, Villarreal, le move, inculpé le 4 juillet pour 5 chefs d'inculpation de viol et d'agression sexuelle par la police londonienne. Thomas Partey est proche de s'engager avec Villarreal, rapporté Athletic. D'après le média en ligne, le milieu défensif de 32 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal, le 1er juillet, a passé sa visite médicale et devrait signer un contrat de 2 ans avec le sous-marin jaune. Selon une enquête publiée le 11 juillet par The Athletic, Arsenal aurait été informé dès 2021 des accusations d'infraction sexuelle visant son joueur, ce qui n'avait pas empêché le club londonien d'entamer à partir d'avril une négociation avec lui pour une prolongation de contrat. Ouais, là, j'avoue que c'est assez déroutant. Surtout que là, t'as vraiment une enquête qui est en cours, t'as eu l'information qui est sortie début juillet. On sait qu'on a déjà eu des joueurs qui ont des affaires, qui ont une réputation, qui ont des images, des vidéos, qui ont retrouvé des clubs. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est comme pour l'OM avec Greenwood ou Mendy qui retrouve un club comme Lorient le lendemain de son acquittement. Les clubs ne voient que les opportunités de marché. Bah ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Puis le monde du football, les supporters, les dirigeants oublient très très vite ce qui se passe. Mais là, pour le coup, quand ça s'est passé pour Mendy et Greenwood, ils avaient l'affaire qui était là, mais tu vois, c'était un peu derrière eux, tu vois, il n'y avait pas eu de procès pour Greenwood. Mendy, il avait été acquitté, même si on savait tout ce qui s'était déroulé lors du procès. Là, Thomas Partey, l'enquête, elle est là. C'est-à-dire qu'il y aura un procès, peut-être, vraiment, le risque que prend Villarreal pour son image, et aussi d'un point de vue moi ça n'a aucun sens et je suis un petit peu atterré, je vous avoue. Franchement, quand j'ai vu l'information comme ça, je suis ouais, c'est vrai que ça dépasse même le cas du foot. Ça dépasse même le cas du foot, comme le documentaire sur Bertrand Cantat que je vous invite à aller voir sur Netflix. Ouais, c'est ça. Paqueta a continué à jouer pendant son inculpation. Bah ouais, Paqueta il a continué. Paqueta il a eu combien de matchs déjà? Je m'en souviens plus parce qu'il a quand même eu, tu vois, un petit peu de... Mais apparemment, il devrait être blanchi de ce que j'ai vu passer. Donc, bon, il y a ces fameuses suspensions pour accumulation de cartons jaunes. on est là. C'est vrai qu'il aime bien ça, mais non. Il y a un jugement bientôt. Ouais, tu vois, Partey, j'avoue que quand j'ai vu l'information, j'étais un petit peu dégoûté, on peut le dire. Deux anciens de Ligue 1 débarquent en Thaïlande sans transition. Aboubacar Kamara et Gerson Rodriguez, 30 ans tous les deux, rejoignent les rangs de Kanchanaburi pour la saison à venir. Formé à Monaco, Kamara était passé par Amiens et Dijon plus tôt dans sa carrière. Ah, mais est-ce que le Aboubacar Kamara, c'est pas celui qui avait son numéro de maillot floqué 47 pour le fameux et légendaire AK-47, très beau blaze. Et Gerson Rodriguez débarque du Dynamo Kiev, club auquel il appartient depuis 2019. Prêté à multi-reprise, il a joué à 3
Putain, ça, j'ai aucun souvenir de ça. Des fois, il y a des joueurs qui sont prêtés. C'est waouh, je m'en reviens pas. Euh, Vraiment, c'est ouais. Après, Paqueta va être blanchi, puis c'est pas les mêmes délits. Ah non, mais on compare pas, évidemment. J'ai jamais dit ça, hein, mais c'est voilà, on m'a demandé pour Paqueta ce qui s'était passé. Lui, pour le coup, oui, oui, évidemment, il a fait quelque chose on peut dire de stupide. Il a joué avec le feu, il aurait dû se faire prendre par la patrouille, mais ça n'a rien à voir avec les accusations qu'il peut avoir contre Thomas Partey. Évidemment, je pense qu'on s'entend tous là-dessus, quoi. Ah, bah un autre joueur ligue qui retrouve un club, et je crois qu'on a aussi Callum Wilson, c'est Silesen qui arrive à Nek Nimeg, le gardien, passé par le Barça, passé par Valence, qui était à Las Palmas. On sait que Robin Roos, le gardien qui était désiré par le LOSC, s'envole à Sunderland, donc il fallait un nouveau portier. Et du coup, bah, Silesen rentre au pays. Ah bah, Lokuman Tovin s'en regardera juste après. L'attaquant turc Kilsoy, prêté à Cagliari, arrive à Beşiktaş à 11 ans. Kilsoy fait ses débuts en professionnel en 2023 dans son club formateur. 87 matchs, 16 buts, 9 passes D, 4 caps pour l'équipe nationale turque. Il était à l'Euro 2024, donc ok. Un petit renfort offensif en Serie A. On parlait d'ancien Ligue 1, l'ancien Lillois Bradaric rejoint définitivement le Hellas Vérone, prêté par la Salernitana. Il s'est engagé pour 3 saisons. C'est vrai qu'il était au LOSC, on s'en souvient bien, 77 matchs. Champion de Ligue 1. Ça aussi, un autre joueur qui arrive en Thaïlande. Alors ça, je pense que Andros Townsend, je vais pas dire légende de Crystal Palace, mais un mec, tu vois Crystal Palace, tu vois match du samedi 16h après-midi en PL sur Canal+, et tu vois Andros Townsend qui te met une frappe de loin. Je sais pas pourquoi, c'est l'image que je garde de ce joueur. Vraiment, ça... lui, il venait juste pour mettre 1 ou 2 bangers par saison et repartir. C'est vrai qu'il a aussi joué à Tottenham et il était en Turquie la saison dernière. On a beaucoup parlé de Sunderland qui va accueillir un nouveau joueur, c'est Marc Guiu, qui était arrivé à Chelsea, qui va être cédé provisoirement à Sunderland, un prêt d'une saison pour lui. Il est arrivé que pour 6 millions d'euros, mais il a été très peu utilisé. Il a quand même marqué 6 buts en 7 matchs en Conference League. Mais lui, par contre, dans ce Sunderland-là, en plus de Meenda et d'Isidore sur le front de l'attaque, je pense que ça peut être pas mal pour Régis Lebris comme renfort offensif. Donc, on va être attentif à son développement, parce que là, il va avoir du temps de jeu. Et après, c'est comme d'hab. Si la saison se passe bien, qu'est-ce qui va arriver pour lui à Chelsea? Parce que là, pour moi, c'est barré à Chelsea. T'as Jackson qui va peut-être s'en aller, mais tu as plutôt la confiance qui est faite à João Pedro. T'as Liam Delap qui est arrivé. Ouais, j'ai du mal à voir vraiment un avenir, à moins que tu vois, il me fasse évidemment une saison à 25 buts, 10 passes D. Mais là, pour le coup, faut y aller, quoi. Mais en tout cas, ça peut être sympa. L'Angolais Marsoni Sambou, pisté en Ligue 2, pour y revenir en France. Il évolue en Belgique et son profil plaît à pas mal de clubs de Ligue 2, déjà passé par l'Hexagone en National 1 à Cholet. Ok, bon écoute, je connais pas du tout, mais au moins les suiveurs de Ligue 2 pourraient s'attendre à le voir revenir. On va parler de Nice avec l'ancien niçois Danilo, ça pareil, hein. Je ne vais pas dire joueur éphémère, parce que bon, 50 matchs entre 2018 et 2022 et un petit prêt à Palmeiras, mais il part en Arabie Saoudite, deuxième division, contrat de 3 ans, 29 piges. Écoute, il va prendre son chèque, faut qu'il mette de côté, mais là c'est la carrière où tu sens que c'est un petit peu la fin, quoi. D2 saoudienne, 29 ans, bon, bah on lui souhaite de profiter, hein. On lui souhaite de profiter. Ah, des fois, il y a des trajectoires, hein. Southampton aurait refusé 31 millions d'euros pour céder Dibling à Everton. C'est vrai que Tyler Dibling faisait partie des vrais bons joueurs relégués qui mériteraient, je pense, comme El Khanous à Leicester et lui, Dibling, qui a fait de bonnes choses avec Southampton. Je crois qu'à une époque, Southampton demandait, mais même à une époque, c'était genre il y a 1 mois et demi, 2 mois, ils demandaient même 100 millions d'euros pour lui. Bon, évidemment, on a arrêté le délire. Par contre, tu vois, offre de 31 millions mais refusé. Ils ont évalué sa valeur à 46 millions. Bon, il y a une différence de 15 entre les deux. Je pense qu'ils vont réussir à se mettre d'accord. Enfin, ça va trouver un petit arrangement. Mais lui, qui reste en première ligue, je serais plutôt chaud parce que je trouvais qu'il était pas mal. Et d'ailleurs, Everton, c'est quand même un mercato qui est intéressant. Avec Carlos Alcaraz, le bien nommé milieu argentin qu'on avait vu un tout petit peu à Chelsea, non à la Juve. J'aimais bien son profil. Tu as Tierno Barry, l'attaquant français qui est en train d'avoir une trajectoire express
avec, comment ça s'appelle, il était en Suisse, il était à Villarreal. Oui, Alcaraz, je voulais dire que son option d'achat a été levée, bien sûr, c'était juste pour faire le point sur leur mercato. Et si tu prends Daibling, je trouve que l'équipe du bon vieux David Moyes, franchement, j'ai envie de voir ce que ça peut donner en PL l'an prochain. Bah, Mehdi Massina qui nous dit Everton, ça fait top 10 de PL pour moi. Bah ouais, je pense, ça, tu vois, je parlais des prédictions, ça c'est une belle take. Parce qu'Everton, bon, je vais pas dire que ça fait longtemps parce que j'ai pas tous les classements en tête, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Everton être plus proche de la Coupe d'Europe que de la relégation. C'est vrai qu'ils ont pris aussi Adam Azmou, gros espoir, latéral gauche marocain du Bayern. Ça, c'est pas mal pour eux. Et tu vois, le vieux père David Moyes qui se refait une saison comme ça, je pense que ça peut prendre. Je pense que ça peut prendre. Étant fan d'Everton, je suis circonspect, beaucoup de rumeurs peuvent arriver. Ça parle de Grealish aussi. Oh. Écoute, à voir. Mais en tout cas, si je devais poser une belle somme sur un ailier, j'irais plutôt sur Dibling que Grealish, même si Grealish, tu dis que dans l'instant T, il peut te rapporter plus. Mais sur le profil, la jeunesse et la dynamique à moyen terme, je trouve que Dibling, tu peux construire un vrai truc avec lui. Et surtout, si Dibling, il pète à Everton, bon, bah là, tu peux l'acheter, environ 40 millions d'euros. Tu sais que, voilà, les prix des transferts entre clubs anglais, c'est n'importe quoi. Ouais, tu sais que tu peux tripler son prix. Tu sais que Dibling, s'il te fait 2-3 saisons, même juste 2, en mettant sa dizaine de buts, quelques passes D au-dessus de ça, s'il est vraiment bon, impactant, il partira pour un truc assez fou, quoi. Et oui, c'est vrai qu'Everton, j'ai toujours apprécié Everton et je pense que dans leur nouveau stade, ce sera beau qu'ils envoient un top 10 dès leur première saison. C'est vrai qu'ils changent de stade. Adieu à Goodison Park. Alors, on a dit adieu à Goodison Park pour l'équipe première d'Everton, masculine, mais il y a une très bonne nouvelle et ça, je trouve ça trop bien. C'est que l'équipe féminine d'Everton va continuer d'évoluer à Goodison Park. Tu vois, moi qui suis un amoureux des stades un peu anciens, je suis jamais allé à Liverpool. Et j'avoue que le Goodison Park, aller le voir pour un match de féminine, ça me chaufferait trop. Franchement, voir ce stade, et là, tu vois ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Andros Townsend, samedi 16h, Everton pour moi, c'est 13h30 le samedi, le premier match de PL de la journée, avec Marwan Fellaini, soit numéro 10, soit quasiment attaquant, de longs ballons sur lui, des déviations, et après, autour de lui, Kevin Miralas, où ils avaient un attaquant écossais qui avait mis un triplé contre Chelsea. Comment il s'appelle ce gars-là ? Je pense que notre supporter d'Everton sur le chat, il va retrouver. Comment il s'appelait ? Stephen Naismith. Oh là là, Stephen Naismith. Tu vois ? Naismith, Fellaini, Miralas, avec Lukaku en pointe. Honnêtement, c'est le bonheur. Tim Cahill. Non mais là, tu vois... Tu fais le 11 all-time d'Everton, t'as un 11 qui pue la nostalgie et vraiment on peut le dire le bonheur. Même si moi, vous le savez, je suis plus Liverpool, j'ai une vraie affection pour Liverpool. Everton, c'est vraiment l'équipe. C'était Stoke City avant l'heure, mais ça a toujours été un peu un Stoke City. C'est-à-dire qu'Everton, qu'il soit haut ou qu'il soit bas, c'est une équipe que t'aimes pas affronter. Et ça, c'est une marque de fabrique. Ça, tu sais que Everton, bah tu sais quoi, on va prendre au hasard. Everton 2011-2012. Effectif détaillé. Là, je pense qu'on va se régaler. Tim Howard au cage. Ça déjà, tu savais que tu avais Tim Howard valeur sûre. Jack Rodwell, Phil Jagielka, qui est resté longtemps. Johnny Etinga, Sylvain Dist, Shogra Mustafi. La chaîne de filles, ça n'a aucun sens. Mustafi et Duffy qui étaient encore jeunes, mais distinct tonton de PL, Etinga qui sortait de la finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, Jagielka, Rodwell, ok. Leighton Menz, c'est vrai que sur les couloirs, t'avais Leighton Menz qui avait la dégaine d'un des Beatles, et Seamus Coleman qui a joué pour Everton jusqu'à 40 piges de mémoire, non ? Il a joué très très vieux, mais en fait il est toujours là. Mais attends, Seamus Coleman est toujours là. Tu vois, j'ai pris un 11 d'Everton en 2011, ce gars-là est toujours là. C'est-à-dire qu'il a passé, il est arrivé en quelle année ? Il est arrivé en 2010, 2009 même. Ça c'est vraiment le mec, c'est l'ancien quoi. Et je sais pas par quelle information je suis plus choqué. Le fait qu'il joue encore à Everton ou qu'il ait que 36 ans. Pour moi, ce gars-là, il avait 40 ans. C'est fou.
Dans ma tête, c'était Jess Miner, qui va avoir bientôt 40 ans. Déjà, Coleman Baines comme latéraux, t'étais bien. Bah, alors, le milieu de terrain, c'est vraiment la quintessence de ce que tu peux faire de relou à jouer, de bons joueurs en PL. Marwan Fellaini, Mikel Arteta avant qu'il aille à Arsenal, Ross Barkley, jeune espoir. Léon Osman, ça paraît, c'est un nom qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais dans le joueur, tu peux mettre l'adversaire, le ballon peut passer, mais sans doute pas l'adversaire. Darren Gibson, qu'on n'a pas de Sunderland tout à l'heure, lui aussi il était à Sunderland, tu vois, 24 ans, irlandais. Je pense qu'à 24 ans, il ressemblait déjà à un mec de 34 ans. Steven Pienaar, légende absolue de PL, Tottenham, Everton, un petit peu de l'Ajax aussi, Roston Drenthe, Dimitar Bilatinov, ou c'est pas simple à dire, milieu russe, ça aussi c'est un nom qui me rappelle, qui me renvoie à des trucs très lointains, des carrières sur FIFA 12. Tim Cahill, pareil, légende absolue. Et là l'attaque, l'attaque. L'attaque c'est un truc all time. James McFadden, celui qui de mémoire a émis un lob à Mikel Landreau au Parc des Princes. Ça, je m'en souviens. Tu vois, 15 buts, 49 sélections. Je suis sûr que dans le lot, il y a un but contre l'équipe de France et Mikel Landreau. Voilà, tu vois, un but. Là, pareil, bon, on fait un petit écart. On fait même 2 écarts entre Everton et l'équipe de France. La compo de l'équipe de France en 2007. Landreau au cage. Défense à 3. Peut-être c'était Lassana Diarra qui était à latéral droit à l'époque, qui pouvait jouer aussi. Donc Lassana Diarra, Julien Escudé, Lilian Thuram, Eric Abidal. Le double pivot, Makelele Vieira, toujours là. Et l'attaque, Malouda, Ribéry, Anelka, Trezeguet, Domenech qui était là. Entrée, Nasri et Benzema. Et côté écossais, t'avais du Scott Brown, du Darren Fletcher, du Alan Newton, du Greg Gordon. C'est waouh. Ça rappelle à une époque. T'imagines quand même dans les pires années de l'équipe de France, parce que ça a commencé à... Tu sais, on allait tout doucement vers l'Euro 2008 et tout. T'avais quand même des mecs. T'avais toujours du Thuram, du Abidal, du Makelele, du Vieira, du Ribéry, du Anelka, du Trezeguet, du Malouda, la Saladira en jeune espoir. Franchement, c'est... Waouh. C'est très très fort. Franchement, c'est dire à quel point, même quand l'équipe de France n'était pas ouf, on pouvait avoir des émotions. Ensuite, on avait donc Nikita Djelavic, Landon Donovan. T'avais quand même une équipe où t'avais Tim Cahill, Donovan, Pienaar. Franchement, l'attaque, elle a trop du feu. Anit Chebe, Jermaine Beckford, Magai Gay. Et ensuite, t'avais Louis Saha qui était toujours là, 33 piges. Et quelques petits jeunes autour. Mais ouais, Everton, sacré tronche, quoi. Ah, apparemment, Porto a signé Luc de Jong. Évidemment, on va aller voir ça de ce pas. Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est la réactivité du chat et de se dire que ça arrive. Oh, bah écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on a une breaking news dans un récap mercato avec une signature en direct, alors qu'on disait Luc de Jong, pourquoi pas Séville. Et bien Séville s'est fait carotter, mais Luc de Jong à Porto, les gars, je trouve que le transfert a un petit flow. Maillot New Balance, franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un beau petit truc. Donovan, je pensais qu'il avait fait toute sa carrière aux USA. Non, il a fait un gros passage aussi par l'Allemagne. Enfin, un gros passage. Il a joué à Leverkusen et peut-être un tout petit peu par le Bayern. Il a fait Everton, mais c'est vrai que lui, c'est surtout Los Angeles Galaxy. Mais ouais, Luc de Jong, ça, je trouve que c'est beau move pour eux. Je pense que ça peut leur apporter qu'il fera le taf durant 1 an, 2 ans. Et que ça, tu vois, ça, c'est la garantie d'un mec qui va te mettre 15-20 buts par saison, toutes compétitions confondues. Donc, beau move de leur part. On revient à nos infos plus traditionnelles. Après Lille, Akpom devrait rejoindre Birmingham. Poussé vers la sortie à l'Ajax, Chouba Akpom devrait rallier Birmingham City. Selon le média néerlandais, Voetbal International, l'attaquant de 29 ans devrait être prêté avec une option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas d'accession en Première Ligue à la fin de saison. L'avant-centre anglais a disputé la deuxième partie de saison, on s'en souvient avec le LOSC. En 16 matchs en tant que doublure de Jonathan David, Akpom a inscrit 3 buts. Écoutez, Birmingham, on en reparlera parce que projet assez ambitieux. Il y a Kyogo Furuhashi qui a fait un flop à Rennes qui est arrivé là. Il récupère beaucoup d'attaquants qui ne sont pas forcément montrés en Ligue 1, même si Akpom on l'a un peu plus vu que le premier cité avec le LOSC. Mais pour le coup, transfert à suivre. Transfert très clairement à voir. C'était moyen Akpom au LOSC, pour la vue au stade. Bah, en fait,
C'est dur, tu sais, il a peut-être pas eu assez d'opportunités de temps de jeu, t'avais toujours Jonathan David et tout, mais Akpom dans un autre contexte, je demande à voir, mais Birmingham, je pense que ça va être vraiment, vraiment bien pour eux, quoi. Vraiment pas mal du tout pour eux, quoi. Gros passage en Allemagne, il a joué 13 matchs Donovan. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux, mais je pense que je voulais dire premier passage parce que de mémoire, il arrive très tôt en Allemagne, genre 17-18 ans, et il est à Leverkusen et après, bah, il fait ce gros périple vers la MLS, quoi. Ancien Ligue 1, autre, Modibo Sagnan prêté avec option d'achat à Rizespor en Turquie. C'est officiel, Sagnan est un nouveau joueur de Rizespor. Donc ça, et Montpellier qui continue un petit peu de faire le tri, parce qu'il en avait bien besoin dans son équipe. Accord Juve pour Weah, on va y revenir après. Michael Antonio quitte West Ham. Ça, c'est vrai qu'on se disait avec son grave accident, il n'a pas repris la compétition depuis, mais espère revenir sur les terrains. 35 ans pour Antonio, à voir ce dernier challenge. Mais c'est vrai qu'il est remplacé par Callum Wilson. C'est vrai que ça commence un petit peu à s'accélérer pour les joueurs libres. On a vu Silesen, on a vu De Jong également, et c'est le cas pour Callum Wilson qui retrouve West Ham. J'avoue que le duo Callum Wilson, Jarrod Bowen, ça aussi c'est le genre de truc qui peut être un petit peu relou à contrecarrer en PL. Ah, Michael Antonio a joué la Gold Cup avec la Jamaïque. S'il a rejoué, ça veut dire qu'il est plutôt fit, plutôt apte, hein. J'imagine que ça va être le cas, quoi. Ouais, sans club depuis le 1er juillet. C'est vrai qu'Antonio aussi, c'était pas simple à se coltiner. 24 matchs, 5 buts avec la Jamaïque. Ah ouais, il a carrément joué, ouais. Il a fait que les entrées en jeu. Mais ça veut dire qu'il est, normalement, tu vois, compétitif pour être là, quoi. Combien de joueurs on connaît dans l'équipe de Jamaïque? Je connais Leon Bailey. Pinnock, c'est celui qui est à Brentford. Gray, c'est le démarré Gray, qui a rejoint Birmingham. On disait gros mercato, il est là. Ensuite, t'as Michael Antonio. Steve McLaren, ça me dit un truc, ça, comme nom. C'est pas un coach, voilà. Les coachs comme ça qui s'arrêtent pas et qui enchaînent. Fin de carrière en 92, et le tonton, il a entraîné. Oh là là, oh là là. Et il a entraîné Middlesbrough, l'Angleterre, on s'en souvient. C'était Kata. Twente, Wolfsburg, Nottingham, Twente. Adjoint à QPR, Derby County, Newcastle, Derby County, Maccabi Tel Aviv, QPR. Oh là là. Oh là là. Les mecs, ils savent pas s'arrêter, quoi. Franchement, c'est des carrières de longiligne de dingue, quoi. King, c'est pas l'ancien de Leicester. Non. Richard King, défenseur écossais. Mais tu confonds peut-être avec Ledley King, qui était à Tottenham. Par contre, Wes Morgan était bien jamaïcain, ouais. Ça, c'est clair. Ça, on le sait bien. Hop. Donc, ouais, à voir si le bon Antonio pourra m'en dire. Et ça, pareil. Ravi Martinez, ancien joueur du Bayern. Ravi Martinez, signé en 2e division qatarienne. Bon, lui, sa carrière est faite. Il est champion du monde et champion d'Europe avec l'Aurora. Il a gagné la LDC avec le Bayern. Il a fait une. Et pareil, Ravi Martinez, pour moi, ça appartient un petit peu au football qu'on a évoqué, celui des anciens, et de savoir qu'il est encore en activité et qu'il a que 36 ans, je suis surpris. Je dois vous avouer que je m'attendais à voir un joueur beaucoup plus âgé ou carrément qui avait raccroché. Donc voilà, j'espère que cette information vous plaît. Mais Ravi Martinez, très bon joueur à l'époque. Je pense qu'on peut lui dire peut-être un petit peu sous-coté quand même, parce que vraiment, il a rendu des services, que ce soit à Bilbao, au Bayern, en défense centrale, au milieu de terrain, avec l'Espagne. Mais version prime de Ravi Martinez, c'était très costaud, vraiment un joueur super intelligent, quoi. The Fran qui me demande: salut Scipion, pour toi c'est quoi le top 5 des gros transferts de cet été pour l'instant? Je vais respecter ma logique en disant, c'est toujours difficile de dire quel transfert m'a marché parce qu'on est qu'en août et que la saison n'est pas lancée et que c'est la vérité du terrain qui parlera. Mais quel transfert peut-être me hype le plus, j'ai le plus de curiosité? Je vais te dire Cherki City. Je vais te dire Wirtz Liverpool. En attendant peut-être Isaac, même s'il est critiqué, il y a quand même une grosse attente. Qui c'est que je pourrais te dire? J'avoue que Rashford au Barça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui pourrait... Pachao au OM, vu le prix dépensé, c'est quand même pas mal du tout. Mais entre Pachao et Ordonez,
ce sera Ordonez pour moi où je serai vraiment très très attentif. Luis Diaz au Bayern, c'est vrai. Gyökeres à Arsenal, Joe Pedro à Chelsea. Bien vu, Dean Huijsen au Real. Je pense que vous avez un tout petit peu tout ça. Mais de toute façon, il y aura une vidéo sur les 15 joueurs à suivre. Et là, là j'ai parlé de gros transferts. Mais il y en a d'autres qui m'intéressent beaucoup. Simon Baidoo qui a signé à Lens par exemple. Moses Simon au Paris FC. Félix Correa au LOSC. On a Oyadele qui a signé à Strasbourg. De Bruyne à Naples, très intéressant. Non, franchement, j'aime beaucoup ce mercato d'été. Au global, je trouve ça va encore y aller sur les mouvements, mais j'aime bien la hype qui se dégage de ce mercato d'été et de la saison qui arrive. Après, chaque année, on dit ça. Mais ouais. L'Irlande à la Roma. Evan Ferguson, c'est une vraie curiosité. S'il arrive à se relancer, vraiment bien. Vraiment très bien pour lui et surtout pour la Roma. Même si Dovvik, pour moi, c'est un attaquant sur lequel tu peux construire. Mais là, j'ai zéro hype. Tu vois, Thibaut, en tant que supporter de Dortmund, moi, John Bellingham, c'est oui tous les jours. Franchement, je suis parti prendre. Tu vois, Talbi à Sunderland, on n'a même pas évoqué tous les joueurs qui sont arrivés à Sunderland, les Adingra, Sadiki, Habib Diarra, Xhaka, Robin Roos, pardon. Pogba à Monaco, on est hype. Pogba, j'attends déjà qu'il se retape physiquement et qu'il revienne dans le groupe. Et on verra. Mais il va falloir être patient encore, je pense. Mais en tout cas, c'est un pari, c'est comme Ansu Fati. Si ça prend, tant mieux pour les Monégasques, quoi. Si Sancho va à Dortmund, je serais vraiment hype. On lui souhaite. Après, ça fait un énième retour. En mode, bon, à chaque fois, je reviens voir Dortmund pour me relancer. Au bout d'un moment, ouais, je peux comprendre que t'en aies marre du recyclage. Moi j'ai toujours aimé le Sancho version Dortmund. Notamment, j'ai souvenir de cette demi-finale où il avait fait tellement mal au PSG à Nuno Mendes. Mais au bout d'un moment, c'est un peu, le troisième choix, le plan B, c'est difficile. Sunderland, ça a l'air trop jeune. Je me demande s'il n'y a pas une petite vidéo qui devrait arriver en début de semaine sur YouTube sur le mercato de Sunderland et sur ce projet fou. Je me demande bien s'il n'y a pas quelque chose que je suis en train de vous cuisiner là. Là, je suis en train d'amener mes petites épices, mes petits oignons. Je suis en train de tout mettre dans la casserole. Et normalement, début de semaine, je pense que ce sera mardi, vidéo sur le mercato de Sunderland. Donc, on se donne rendez-vous pour étudier tout ça, les amis. Flamengo qui continue son mercato un peu ouf, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui sont arrivés. Flamengo a annoncé l'arrivée pour 4 saisons du milieu offensif Jorge Carrascal en provenance du Dynamo Moscou, selon ESPN, le club brésilien dépoursé 12 millions d'euros pour l'international colombien, passé par Séville sans y jouer le moindre match. Carrascal avait rejoint Moscou, d'abord au CSKA, puis au Dynamo. Ok, tu vois, il continue vraiment à y aller. Et puis une dernière info, Amiens piste Bernardoni en quête d'un gain d'expérience. Amiens, 11e du dernier champion Ligue 2, a ciblé l'ancien portier de Saint-Etienne, Bordeaux, tout ça. Donc on pourrait revoir Bernardoni. C'est vrai qu'il y a l'immense Régis Gertner qui a quitté Amiens cet été. Peut-être ça c'est un transfert qui vous a échappé, mais il est arrivé du côté de Lens pour être la doublure notamment de Romain Risser. Mais il y a besoin d'un nouveau gardien un peu phare. Et Bernardoni, c'est sympa. Les amis, je crois qu'il est temps d'aller voir justement nos dossiers. Et je viens de parler de Lens. Est-ce que ce serait pas la plus belle transition que vous ayez vue depuis le Barça de Flick contre le Bayern Munich et le triplé de Rafinha? Est-ce que ça, c'est pas une transition qui est incroyable? Puisque le RC Lens, les amis, serait intéressé par Florian Thauvin. C'est l'info qui est sortie de la part de Foot Mercato de mémoire ou de l'équipe, je sais plus, que Flotov pourrait revenir en Ligue 1 quelques années après avoir quitté l'OM. Il a fait d'abord ce fameux passage au Tigres avant d'être à l'Udinese où il s'est bien relancé. Au Tigres, ça a été très compliqué. Je vous invite évidemment, si vous avez du temps à aller voir l'interview de Zach qu'il a pu faire, et je crois qu'elle a été très très bien. Il y a quasiment un accord, ouais, c'est fait. C'est vrai qu'on serait sur un nouveau champion du monde qui revient en France après Pogba et Giroud. Ce dossier mené très discrètement depuis des semaines par le nouveau duo de décideurs du club artésien, Jean-Louis Leca et Benjamin Parot, n'est pas encore bouclé, mais depuis quelques heures l'optimisme est de mise. Le RC Lens et l'Udinese sont rapprochés autour d'un accord global estimé à quelques 6 millions d'euros, soit le montant longtemps intégré dans sa clause libératoire expirée la saison dernière. Le comeback, si se concrétise dans les heures à venir, sera l'un des mouvements d'été français. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. On va voir comment ça va se poursuivre. C'est bien, je trouve, de la part de Lens d'aller sur ce profil-là. On a quelques anciens dans l'effectif. On a du Thomasson, on a du Sodoka, on a du Saïd. Mais je trouve qu'avoir un Flotov qui a 32 ans,
qui sort vraiment de belles années. Je trouve qu'il s'est bien relancé à Udinese. Ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir sur Transfermarkt, ne vous attendez pas à avoir un Flotov version Bastia 2013-2014, pur ailier, enfin plutôt 2012-2013, pur ailier à faire des débordements dans tous les sens. On est plutôt sur un joueur d'axe qui va occuper plusieurs rôles. Il peut être avant-centre, il peut être derrière l'attaquant. Et je pense que l'idée du duo de Pierre Sage, ce sera bien sûr de le mettre derrière un Satriano, peut-être un Guilavogui, voire un Saïd, et d'avoir des joueurs qui tournent autour pour un petit peu apporter cet impact. Mais sur l'idée, j'aime beaucoup de voir... autant des fois, c'est des transferts d'anciens où tu dis ça fait du recyclage et tout, mais là, dans le cas de Lens, on n'a pas forcément beaucoup fait, je trouve, ces dernières années. C'est de transferts comme ça où tu dis, bon, il n'y a pas de nouvelles idées. Certains vont dire, ok, peut-être que pour cette somme-là, parce que 6 millions d'euros, c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Peut-être que tu peux aller chercher un profil plus jeune, comme tu l'as fait cet été avec Baidou ou Ruisser, en rappelant qu'ils ont aussi pris Udol. Alors, Guilavogui a été vendu, mais de mémoire, Guilavogui, ils l'ont finalement acheté, non parce que Guilavogui, ils l'ont vendu, puis hop, il y avait une clause, et finalement, ils ont décidé de le reprendre. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. En gros, le RC Lens a dit OK à l'option d'achat, enfin au prêt avec option d'achat. À la fin de saison, Sampaoli l'a levé, et Lens a finalement dit oh, les gars, on le reprend. Donc, non, vraiment, ils ont envie de revenir avec lui, mais à voir ce que Pierre Sage va décider. On sait que Koyalipou est parti à les vanter, à voir s'il y aura encore du mouvement, je pense, mais sur le principe même du transfert, moi j'aime beaucoup l'idée de voir un Florian Thauvin revenir en Ligue 1 dans ce contexte lensois, être finalement un des symboles du Racing version Pierre Sage, ce joueur un peu plus qui pourrait guider les siens. Alors est-ce que Thauvin sera un joueur de stats? Je pense pas, parce que voilà, tu vois, en Italie il a quand même fait des belles choses, 8 buts et 3 passes D l'an dernier. Il a pu un petit peu se relancer, 5 buts, 3 passes D quand il était revenu. Bon, la saison précédente, 2021-2023, il essaie de se relancer parce que ça n'avait pas été simple, la fin c'était mal terminé, mais c'est quand même un Flotov qui, je pense, fera beaucoup de bien dans le vestiaire, quoi. Franchement, je pense que ce sera une vraie belle opportunité de la part du Racing Club de Lens, pardon, d'aller le chercher. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment ce nouveau rôle. C'est de voir un Thauvin, finalement, qui a beaucoup évolué, qu'on a connu vraiment joueur de côté, des fois un petit peu deuxième attaquant, mais quand même un joueur qui n'était pas forcément axial. Et là, le voir un petit peu tourner derrière un joueur offensif à Lens, moi je trouve ça assez intéressant comme opportunité. Le prix, peut-être là, ça peut un petit peu tiquer, parce que Lens, c'est pas forcément trop leur ADN. Bah, tu vois, la compo de Lens, c'était Gertner au cage, Baidou, Malanxar, Udol, Aguilar, Guilavogui, Thomasson, Silla, Machado, Saïd Sastriano, mais peut-être plus une ligne de 3 que de 4 derrière. Et là, c'est vrai que si tu mets du Andy Diouf, s'il part pas, tu auras toujours du Sotoka. Peut-être que tu as encore un renfort offensif. J'oublie pas aussi Agbonifo. Ouais, t'as des possibilités quand même pour ce mercato lensois. Il va être titu. Ah oui, je pense que s'ils prennent un gars de 32 ans, 6 millions d'euros, le RC Lens, ce sera pas pour être un super sub. Je pense que Thauvin partira pour être très souvent titulaire, quoi. Donc, une pensée évidemment pour les supporters lillois. Peut-être ça, pareil, les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Enfin, quoique, ça va, c'était pas non plus il y a très longtemps. Mais le retour de Thauvin au stade, ça avait été assez folklorique. Je crois que j'ai des souvenirs, je sais plus si c'était J+1 ou je sais plus qui avait filmé ça, mais c'était vraiment extrêmement tendu. Enfin, vraiment, il y avait je ne sais combien de CRS pour le retour de Thauvin à Lille. Et ouais, ça va être encore un épisode assez dense, assez complexe. Et le derby, ce sera début avril. Donc, après, il n'a pas joué, c'est bizarre. En fait, c'est très bizarre parce que il est arrivé à Lille, un projet où je pense que c'était pour lui. Et dès que Marseille est arrivé, pareil, dans l'interview de Zach, il dit c'était. Enfin voilà, il n'y avait que Marseille. Et du coup, il a fait il a filé à l'anglaise, comme on dit. Et là, vraiment, c'est. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, premier derby, du coup, sera Lens-Lille en septembre. Et après, celui à Lille qui se déroulera plutôt en avril, quoi. Mais ouais, Thauvin-Giroud, le duel de tonton.
À voir ce que ça donne. Et ouais, c'est vrai que Mercato Lensois, on a beaucoup parlé de Thauvin, mais il y a aussi le latéral droit au saoudien qui arrive, Saoul Abdelhamid. Donc ouais, le Mercato Lensois qui continue d'avancer, de bien se faire. Moi, Lens, ça fait partie des équipes qu'on surveille, quoi. Lille a gagné de l'histoire. C'est vrai que Lille, pour le coup, a fait une plus-value. Parce que Thauvin, ils l'ont acheté combien à l'époque? Ils l'ont acheté... c'est même une très belle affaire, enfin, d'un point de vue financier. Ils l'achètent 3,5 millions d'euros en janvier 2013 et ils le revendent en fin de mercato 12 millions d'euros. Franchement, pour un mec qui a juste eu les tenues d'entraînement et qui a passé un mois, franchement, c'est l'une des plus belles bascules de l'histoire. C'est bien senti, quoi. Bah, Guilavogui, un milieu dans la compo de Lens, c'est pas plutôt... Ouais, je pense que peut-être qu'ils l'ont... je pense que peut-être que la compo était pas bonne parce que Guilavogui, c'est plus un joueur offensif qu'un milieu de terrain. C'est même un ailé, quoi. Donc écoutez, 12 millions en 2013, c'est énorme. Aujourd'hui, limite, ça aurait été une bonne affaire. C'est vrai que les prix, hein, ils ont pas mal évolué, quoi. Mais j'aime bien... Enfin, je trouve que c'est bien. Puis quelqu'un me disait, c'est vrai que bon, il y a Giroud, il y a Pogba, il y a Thauvin. C'est bien aussi d'avoir des visages comme ça qui parlent à tout le monde pour, tu vois, relancer, remobiliser l'intérêt de la Ligue 1. D'ailleurs, je pense que vous avez vu au passage le petit coup de Trafalgar réalisé par Canal qui va diffuser le vendredi 15 août en même temps que Rennes-Marseille sur Ligue 1+. Eux, ils mettront Liverpool-Bournemouth en clair. Donc vraiment, en gros, c'est pour détruire la concurrence et montrer que eux, ils sont prêts à faire des gestes. Là, c'est vraiment... je pense que revoir la Ligue 1 sur Canal sera pas près d'arriver. Je pense que les mecs sont prêts à tout pour soit faire couler le championnat, le produit, surtout montrer que c'est plus bactère et régler des comptes aussi. Parce que derrière Ligue 1+, t'as toujours des dirigeants, des actionnaires, quoi. On te demande pas quel match tu vas regarder. Bah, tu sais, moi, le mercato à 350 millions d'euros de Liverpool avec les Wirtz, Ekitike, Frimpong, Kerkez, quand à côté tu vas avoir un milieu de terrain, Djaoui Cissé, Valentin Rongier, Seko Fofana, aligné par Habib Bey. Bah voilà, hein. Moi tu sais vers où je vais aller, hein. Évidemment, on se donne rendez-vous au Roison Park, hein. On sera là, hein. On sera là à 100%. Donc, en résumé, Thauvin de retour en France, c'est oui. Thauvin à Lens, c'est oui. Thauvin dans son rôle d'ancien, c'est oui. Est-ce qu'il y a des limites? Peut-être le prix. Quand t'es Lens, 6 millions d'euros pour un joueur de 32 ans, bon. Mais il faut aussi, je le dis souvent, enfin, tout le monde se serre la ceinture. Enfin, beaucoup de clubs français le font. Et quand tu vois ce type d'opportunité, qui puissent mettre un petit peu leurs mains, enfin, utiliser leur portefeuille et aller sur ce type d'investissement, moi je me dis, ok, ils prennent je vais pas dire un risque, mais ils ont envie de se renforcer et c'est une vraie bonne nouvelle. Donc écoute, content de revoir Flotov en Ligue 1 et surtout un rôle inédit pour lui, un contexte nouveau, un coach. Ouais, ce lance-là, il est en train de bien tourner. Moi, dès que Baidou avait signé, j'avais dit j'aime beaucoup le mercato lensois entre Risser, ce Paris jeune au gardien, Udol, qui est un très bon joueur, je trouve, à Metz, qui sans tous ses croisés, je pense qu'il serait, sans manquer de respect évidemment à Metz, bien plus haut. C'est fort, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. On a parlé de l'Olympique de Marseille, évidemment, avec tout ce qui s'est passé du côté de Thauvin, de ce passé. On a quand même un joueur qui arrive à Marseille, c'est Timothy Weah. Accord OM Juve pour ce transfert-là. Timothy Weah va donc suivre les traces de son illustre père qui a porté les couleurs au cours de sa fameuse carrière du PSG de l'OM, c'est vrai. Le fiston âgé de 25 ans va rayer écurie phocéenne. Donc le deal, on parle d'un prépayant d'1 million d'euros, option d'achat obligatoire à 14 millions d'euros et 3 millions d'euros de bonus. Sous contrat jusqu'en 2028 avec la Juve, avec laquelle elle a disputé la CNM Club. Le joueur passé également par le LOSC avait envie de trouver un nouveau projet où il pourrait obtenir encore plus de temps de jeu. L'arrivée de Tudor sur le banc semble lui condamner un rôle de doublure. Avec l'OM, il retrouvera la Ligue 1 qu'il a su apprendre avec le LOSC. Il voulait alors dans un rôle purement offensif. Et là, c'est vrai que ça va être plutôt un rôle de piston. On pense dans un système à 3 défenseurs. Il serait côté droit, il peut être aussi côté gauche. Après une saison à 6 buts et 5 passes D en 43 rencontres sous la tunique turinoise, il va donc découvrir son 3e club français, 44 sélections avec l'équipe américaine, ce qui est quand même un beau capital. Alors, Weah, j'ai jamais bien compris son poste et profil. Alors, moi, je suis allé voir, du coup, en préparant l'émission, le live, je suis allé voir évidemment des informations sur son poste et tout. J'en ai vu des couteaux suisses.
j'en ai vu les Dirkuyt. Mais là, vraiment, respect. Le gars a joué 7 matchs ailier droit. Et je parle juste de l'an dernier avec la Juve. 7 matchs ailier droit. 7 matchs arrière droit. 5 en tant que milieu gauche. 4 en tant que milieu droit. 3 en tant qu'ailier gauche et 2 en tant qu'avant-centre. Le mec est quand même passé d'arrière droit à avant-centre. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça dans une carrière. Il n'a pas joué gardien, il n'a pas joué défenseur, il n'a pas tenu la buvette. Peut-être ça peut être ça un petit peu la limite. Au LOSC, 107 matchs, 8 buts, 8 passes D. Au LOSC, c'est vrai que c'était davantage un joueur offensif. 32 en tant qu'ailier droit, 30 en tant qu'avant-centre, 13 en tant qu'ailier gauche. Donc c'était beaucoup plus porté vers l'attaque. Mais de temps en temps, tu vois, il y avait quand même 8 matchs arrière droit, 8 matchs arrière gauche. Donc quand on parle de polyvalence de couteau suisse, là pour le coup, c'est vraiment le mec qui peut dépanner partout, quoi. C'est assez fou. C'est vrai qu'il a peut-être pas joué pas mal de matchs en tant que remplaçant, mais tu vois, genre, la campagne de LDC qu'ils font, là, il est quand même, tu vois, titulaire, un coup à droite, un coup avant-centre, l'autre ira en tant qu'ailier gauche. En Ligue 1, tu vois, il a joué milieu droit, il a joué avant-centre, et c'est peut-être plus sur la fin, c'est ça, c'est sur la fin qu'il a commencé à jouer avec le LOSC de Fonseca, qu'il était plutôt sur un rôle défensif, et je pense que la Juve le prend pour ça en se disant, tiens, c'est intéressant, comme piston et tout, ça peut nous apporter. Je voulais juste voir son bilan total de match avec la Juve, tout confondu. Avec la Juve, c'est ça, la Juve c'est vraiment 32 milieux droits. Donc tu vois, je pense que l'OM va vraiment le chercher sur ça, avec cette idée d'avoir un piston, un mec qui peut occuper ce poste. L'OM manque pour l'instant, je trouve, de spécialistes. On sait qu'on a eu des joueurs qui ont pu dépanner, comme Luis Enrique, même qui a fait vraiment une belle saison. Il y en a d'autres qui ont dépanné, Murillo, t'as eu Luis Garcia, t'as eu Quentin Merlin qui a été dans ce registre-là à gauche, mais qui a peut-être pas apporté toutes les satisfactions. Je pense que l'OM, pour terminer son mercato, ira encore sur un joueur comme ça. C'est quoi le 11 prévu de l'OM ? On va se le faire juste après, histoire de récapituler tout ce qui s'est fait au niveau du mercato. 18 millions, le package, je parle du package complet. Pour un joueur comme Timothy Weah, bon, on parlait du prix de Thauvin. Timothy Weah, je pense qu'en 2013, ça valait peut-être 5-6 millions d'euros. Là, c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est la Juve qui est en position de force parce que c'est l'OM qui veut absolument le joueur. Donc, tu vois, ils ont fait monter les enchères et finalement, ça s'est libéré à 18 millions d'euros, bonus compris. Après, c'est le genre de joueur qui est assez rare. C'est pas simple de trouver un profil de piston sur le marché. Il y en a pas beaucoup. On a vu, par exemple, Frankowski qui devrait aller à Rennes. On a vu Assignon qui devrait aller qui est allé à Stuttgart, pardon. Mais pour l'OM, un Assignon, un Frankowski, c'est peut-être trop juste. Et tu dis qu'un Timothy Weah qui a 25 ans, qui va en avoir 26 en février prochain, qui s'est joué à plusieurs postes, ça peut être ça. Juste par curiosité, avec les États-Unis, il est utilisé comment ? 44 matchs, 7 buts avec les USA. Je sais pas s'il y a tous ces postes avec les USA. T'as pas mal d'ailier droit, t'as un peu d'ailier gauche, t'as un peu d'avant-centre. Mais bon, c'est un joueur qui est plutôt utilisé offensivement avec les USA. Donc on va suivre ça, quoi. Pour l'instant, le système de jeu et les joueurs sont encore à définir à l'OM, c'est flou encore. C'est vrai, on ne sait pas trop sur quoi on part du côté de l'Olympique de Marseille, avec beaucoup d'interrogations. Pour l'instant, j'ai l'impression, si je me trompe, on va partir sur peut-être une base un petit peu peut-être comme ça, avec Rouli, hop. Alors, est-ce que je mets les joueurs qui ont déjà signé et on va partir sur peut-être ceux qui pourraient signer, parce que est-ce que je mets Ordonez ou est-ce que je mets Egan Riley, tu vois, par exemple, qui serait juste là. Hop, on a Balerdi, on a pour l'instant on va dire Medina, avec, tu vois, un offensif à droite et plutôt un défensif, même si Medina peut faire du dépassement de fonction. Là, t'aurais Greenwood. Hop. Là, j'ai l'impression que Rabiot en 10, c'est un petit peu ce que tente De Zerbi. Pachao. Hop. On a Guiri. On a Højbjerg. Et on a Angel Gomez.
Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ça. En attendant, bah, peut-être un Ordonez. Bizarre sur la prépa, l'OM joue en 4-2-3-1, mais avec les arrivées de Ordonez, tu peux penser à un 3-4-3. C'est ça exactement. Je pense que ce sera plutôt le système qui sera utilisé à ce niveau-là. Je pense qu'on sera plutôt sur un, comme tu dis, un 3-4-1-2, peut-être. 3-4-2-1. Et j'aurais mis, faut switcher Rabiot-Gomez. C'est vrai? Parce que j'ai l'impression que durant la prépa, Gomez était quand même utilisé beaucoup dans le double pivot avec Højbjerg. Et peut-être c'est ça la sécurité que De Zerbi veut. C'est quand même pas mal. Moi, ce que j'aime, c'est que t'as de la stabilité par rapport à son dernière. T'as beaucoup de joueurs qui vont rester. T'as des nouveaux qui vont pouvoir t'apporter. Donc à voir. 3-2, 4-2-3-1 et avec ballon à 3 et Wea plus haut. Ouais, c'est peu ça. Pour moi, le latéral offensif à droite est plus pertinent qu'à gauche dans la compo de l'OM. Il va déborder dans le dos de Greenwood qui va lui repiquer dans l'axe. Je vois mal Pacho faire ça de l'autre côté. Je pense qu'il va manger la ligne à gauche. J'ai cru que dans ton message, tu allais dire que c'était dangereux parce que Greenwood défend pas tout le temps. Et c'est vrai que ça peut être le cas. D'avoir peut-être un latéral trop offensif qui peut être un risque. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de possibilités. Parce que, bah ouais, comme on disait, tu rajoutes un Ordonez. Moi, je pense qu'il y aura encore un milieu de terrain qui va arriver, un latéral gauche. Je pense que c'est les besoins encore du mercato marseillais, sans parler de tous les joueurs qui vont partir. Les Mopé, les Irola, avoir Harit. Bon, après, tu en as dans le loft comme Moubania. Mais pour l'instant, tu pars sur ça. Si tu as Ordonez qui est là, si tu as un latéral gauche supplémentaire pour voir un petit peu le profil hybride avec Medina, si pour la profondeur de banc, tu as un joueur en plus, et je pense qu'il en aura bien besoin. Non, franchement... ça, on a besoin d'un 10 aussi. Ah, justement, c'est la question. Est-ce qu'il va prendre un vrai 10 ou est-ce que Rabiot, comment il va être utilisé? Ça va être intéressant. Une équipe pour faire 31ème de LDC. Oh, attention, c'est Bignot qui envoie des pics. Moi, je vous le dis, moi, je suis plutôt confiant pour l'OM cette saison en LDC. Évidemment, quand je dis que je suis confiant, c'est qu'ils ne vont pas remporter, peut-être pas soulever la coupe aux grandes oreilles, mais je pense qu'ils peuvent aller en barrage, au moins. Je pense qu'ils peuvent terminer dans les 24. Quand on voit les tirages au sort des équipes françaises et beaucoup de possibilités pour Brest, Lille, Monaco d'avoir des équipes abordables, je pense que l'OM peut faire ça. Angel ne peut pas jouer 10 plutôt que Rabiot. Bah, franchement, moi, comme je vous le dis, j'ai l'impression que dans le système de mort... Ah, peut-être pas à mettre là. Je pense qu'il faut peut-être que j'aille sur SofaScore pour voir la compo. Ah, c'était Angel Gomez qui était plus haut. Ok, bah je me suis trompé alors. J'étais persuadé qu'il avait joué, en 6. Mais de mémoire, pourtant, ça, je suis abusé, quoi. Fais voir. On va taper, hein. Højbjerg, Gomez. Voir un petit peu ce que ça donne. La connexion. Un double pivot Rabiot-Gomez avec un 8-10 devant eux, wow, le football. J'aime beaucoup Højbjerg, mais je trouve pas aussi indispensable. L'animation défensive, surtout du double pivot Gomez-Højbjerg, n'est pas au point pour le moment. Ok. Bon, après, quoi qu'il arrive, c'est des alternatives, quoi. Non, SofaScore ment. Bon, SofaScore ment, voilà, ça j'en étais sûr. Mais c'est pour ça que j'ai vu des séquences du match d'hier et pour moi, j'étais persuadé qu'il était dans le double pivot plus souvent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un milieu comme ça, il peut être très intéressant dans l'utilisation des profils, mais je trouve qu'il faut encore de profondeur de banc, quoi. Benassia parlait de 2 décès recrutés encore non sans compter Ordonez. Bah, c'est vrai que si t'as Cornelius qui part et que t'as Ordonez qui arrive, mais pour moi, t'as Ordonez c'est peut-être un autre. Après, si tu fais encore un décès, là par contre, ça risque de faire embouteillage. Là, tu vois, t'avais pris Luis Felipe qui servait à rien, tu vois, quand t'avais perdu Brassier, quoi. Donc ça, j'y crois pas forcément. Mais en tout cas, cet OM-là, pour l'instant, le seul truc que j'ai pu voir sur le match amical, après, je ne fais pas de conclusion hâtive sur les matchs de prépa, vous le savez, c'est la tradition de la maison. Mais j'ai trouvé que l'OM était un petit peu en souffrance dans les transitions défensives et dans certaines attaques de Séville. C'était déjà un des défauts de l'an dernier. Donc attention, on sait que ça change beaucoup en défense, qu'il y a beaucoup de profils qui sont testés, il y en a d'autres qui vont arriver. Je pense que l'OM a une vraie marge de progression, c'est même plus qu'une marge de progression, a un besoin nécessaire à ce moment-là.
ils ont quand même Bakola, Nadir et Kondogbia en backup au milieu. C'est vrai, Kondogbia, je pense qu'il sera plutôt d'essai justement. Par contre, Bakola, s'il peut prendre du temps de jeu, j'adore son profil de très jeune joueur, très actif. On a beaucoup de jeunes joueurs qui se révèlent durant cette prépa. On a Raïs Mera avec l'OL, on a Bakola avec Monaco. Non, t'as l'OM, t'as pas mal de jeunes Nantais qui se montrent. J'espère que ça continuera sur la saison en match officiel. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Bakola, quoi. Donc on va voir. Ah, Jorelato, Erwigo, apparemment, Chelsea, qui annoncerait la signature de l'ami Jorelato. Ah ouais, Jorelato, officiellement un joueur. Ah bah écoute, nouvelle officialisation dans ce live, je suis ravi. Hein. Après Luc de Jong à Porto, ça continue. Donc bah voilà, on savait qu'ils voulaient un joueur défensif supplémentaire, ils l'ont. Jorelato, latéral, je suis pas convaincu. Par contre, Jorelato en défense centrale, j'aime beaucoup. La saison dernière, c'était un petit peu plus contrasté parce que Jorelato, quand il a pété, c'était très fort, très haut. Mais Jorelato en défense centrale, je pense qu'à l'avenir, oui, ça peut devenir un des meilleurs au monde. Latéral gauche, j'avoue que je mets un petit bémol. Mais voilà, en tout cas, Chelsea continue son mercato assez fou. Et comme le dit, ouais, c'est vrai que le page de champion du monde, qui est bien au milieu, et le page de champion du monde que tu vas porter pendant un petit moment, quoi. Bilal Nadir aura du temps de jeu à l'OM. Bilal Nadir, j'ai vu que ça parlait de lui pour un prêt à Lorient. Donc moi en vrai, Bilal Nadir, j'ai beaucoup aimé ses apparitions avec l'OM. Mais dans son intérêt, un prêt dans un bon club de Ligue 1, tu vois, qui travaille bien, Lorient, peut-être Paris FC, pourquoi pas, ou autre, je pense que ce serait pas mal. Tu vois, une équipe qui a besoin de renfort. Bon, je dis pas ça parce qu'ils ont encaissé encore 6 buts hier, mais tu vois, Bilal Nadir à Toulouse, pourquoi pas. Donc de toute façon, Marseille a beaucoup de joueurs à faire partir. Lirola, Mopé, Moumbagna, Cornelius. Donc, il va falloir que ça se décante aussi à ce niveau-là. Autre interrogation, Lookman. Lookman, je vous l'ai dit, gros transfert peut-être à venir en Italie. Dans un post sur son compte X, l'attaquant nigérian a officiellement demandé à quitter le club et à laisser les dirigeants faire ses valises. Il espère trouver un accord à l'amiable. Évidemment, on s'en souvient de sa finale d'Europa League totalement monstrueuse. C'est vrai que lui, il veut rejoindre l'Inter. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta aurait refusé une autre offre à 45 millions d'euros. Ça commence à chiffrer. Bonus compris. Peut-être que du coup, ce sera 50 bonus compris, à voir. Mais voilà, attaquant aux 52 buts depuis son arrivée en Italie. On sait que l'Atalanta propose 22 millions pour Rowe. Est-ce que tu acceptes ? C'est vrai que j'ai même pas parlé de Johnny Rowe dans la rotation, mais oui, enfin, je sais pas si j'accepte, mais en tout cas, fais monter les prix. Tu sais que là, il y a du monde, en sachant que l'Atalanta a aussi recruté un joueur qui est passé par la Ligue 1, peut-être que vous avez zappé ça, mais ils ont pris, comment il s'appelle ? Kamaldine Souleymana, qui est arrivé cet été, qui est parti de Rennes, qui a pas forcément tout bien fait au Stade Rennais, mais je trouve que le profil d'Elie était assez intéressant, hypant, et il est passé par Southampton de mémoire. Et du coup, il a rebondi. Ça, j'ai découvert ça. Dans l'Atalanta, qui aime bien aussi ce genre de profil. T'as quand même, tu vois, des petits joueurs qui sont arrivés. Hein. Lazar Samadic, Brecciani, Sportiello, Ahanor, Souleymana, 17 millions, et Odion Kosunu, qui était prêté avec sans doute option d'achat. Donc voilà. C'est vrai qu'avec les 68 millions de Matteo Retegui, l'Atalanta, ils peuvent se faire un vrai mercato, mais ils perdraient et Retegui et Lookman dans le même, tu vois, quand tu vois l'apport qu'a eu. Après, pour l'Atalanta, tu sais que tu auras toujours Charles de Ketelaere qui sera là, qui est quand même un super joueur. T'as Scamacca qui revient de ses croisés, qui va pouvoir, tu vois, un petit peu réenchaîner. Tu peux construire autour de ça. Il faut un joueur offensif supplémentaire, je pense, parce que tu rejoues de la LDC et tout. Et la perte de Gasperini, évidemment, c'est la principale information du mercato de l'Atalanta, c'est que le Dori de Gasperini s'en va faire ses bonnes potions à la Roma. On espère que la recette marchera toujours dans la capitale. Et du coup, c'est Ivan Juric. Je vais pas dire l'horrible Ivan Juric, parce que bon, voilà, mais Ivan Juric, son passage à la Roma, justement, ou à Southampton, je pense qu'on est sur une masterclass. Ouais, une masterclass absolue, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est un braquage. Pour moi, que Juric se retrouve à la tête de cette équipe, tant mieux pour lui. Hein. Mais moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, parce que Ivan Juric, il a récupéré une cote sur le marché après ce qu'il a fait et tout. Mais ouais, Southampton, 16 matchs, 0,44 de moyenne. Même Raymond Domenech à Nantes avait une meilleure moyenne de points.
Et c'est pas un bon signe. Parce que Raymond Domenech, je crois qu'il était à 0,5. Euh, donc là, on peut s'inquiéter un petit peu. À la Roma, c'était vraiment pas ouf. Et là, pareil, on est sur un... Après, il a un effectif sympa. On laissera le terrain juger, mais là, pour le coup, en vrai, le projet de l'Atalanta m'intéresse toujours, mais le choix de Juric, je suis extrêmement sceptique. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé en Italie. Ouais, son agent doit être très fort. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde disponible. Mais vraiment, l'Atalanta, c'est un projet très sympa. Il y a de l'argent, ça recrute bien. Ils auraient dû attirer un autre coach. Ça, j'avoue que je suis un petit peu tombé de ma chaise. Quand Aulas Vérone au Torino, ça jouait bien. C'est vrai que le Torino de Juric était bien, même sans Aulas Vérone. Le Torino en Italie, c'est un petit peu comme un Everton. C'est une équipe que tu n'aimes jamais jouer. Mais être un entraîneur d'un club de milieu de tableau, être un très bon entraîneur de milieu de tableau, être un bon coach d'un club de haut de tableau, il y a toujours un écart. Et pour moi, Juric, on l'a vu à la Roma qu'il n'avait pas les épaules. Donc, il va essayer de se relancer à Atalanta. Je suis sceptique. Au lieu de prendre Thiago Motta, tu vois, après Thiago Motta, j'ai l'impression que son échec à la Juve l'a tellement marqué, peut-être que tu vois, on sait pas, hein, mais dans les négociations, discussions, il a été approché et lui il a refusé parce que ça l'a marqué. Je pense que c'est compliqué, mais bien sûr, on espère revoir Thiago Motta le plus vite possible sur un banc. Ça l'a pas fait à la Juve, l'idée était bonne, c'était un mariage parfait entre les deux parties, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que l'an dernier, et même moi-même je l'avais dit, hein, parmi les hypes de la nouvelle saison, le Thiago Motta à la Juve, il était très très haut. Franchement, je l'avais mis parmi les plus grosses avec De Zerbi à l'OM, tout ça. Donc franchement, à voir. Mais l'Atalanta, c'est une équipe qu'on suit toujours parce que y a des joueurs qui se révèlent. C'est une équipe qui a un très bon modèle de recrutement et ils savent bien vendre. Ça, on sait. Hein. Retegui, 68 millions en Arabie Saoudite, ils se mettent vraiment bien. Le dernier dossier à évoquer, les petits potes ensemble, il faut qu'on parle, bien sûr, du mercato de l'OL qui commence, ça y est, à s'accélérer. On a... Oh, attends, à 38 ans, David Luiz revient en Europe. Les gars, je suis obligé de faire un arrêt. David Luiz va s'engager à Paphos, en Chypre. C'est peut-être le plus beau transfert de cet été. Le truc le plus improbable, qui est le truc le plus incroyable à mes yeux. David Luiz, 38 ans, mec qui a remporté la LDC, qui a tout connu en club. Bon, il y a aussi eu des désillusions avec le Brésil, mais qui revient en Europe à 38 ans à Chypre, et on s'en souvient de Paphos. Paphos, c'était cette fameuse équipe qui était en Conference League, qui avait eu le derby chypriote. Fabuleux. Donc, David Luiz, qui nous fait un transfert comme ça. Écoutez, tant mieux. En vrai, pour le championnat chypriote, tu vas avoir une star... une tête d'affiche comme ça, même si c'est 38 piges, c'est très bien pour eux, c'est une bonne nouvelle quoi. Du coup, je vous disais, il faut qu'on parle du mercato de l'OL, les amis, parce que le mercato de l'OL s'accélère. Il y a 2 semaines, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait un des premiers récaps mercato, on avait évoqué la possibilité pour l'OL d'avoir un mercato très difficile, avec les informations de la DNCG, encadrement masse salariale, limitation des mutations, et cette fameuse information, Matt Turner, le transfert est obligé de se faire. On peut pas rompre l'accord entre Nottingham Forest et l'OL, comme par hasard, c'est entre ces deux clubs que ça se passe, et John Textor et Marinakis qui sont allés au bout de leur magouille. Donc il y a notre petit gars, comment il s'appelle, Matt Turner, qui a signé pour 8 millions d'euros. Ce qui est quand même pas négligeable comme somme, hein. 8 millions d'euros. L'OL a commencé un petit peu à faire ses emplettes. Hein. On a un OL qui a déjà recruté, au-delà de Matt Turner, tu as 8 millions d'euros, 31 ans pour un gardien mid, ça fait quand même mal aux fesses. Mais Ruben Kluivert, 24 ans, pour quasiment 4 millions. Afonso Moreira du Sporting B pour 2 millions d'euros, qui a l'air de faire une bonne prépa, en plus de Raïs Mera. Mais ce qui est bien, c'est que l'OL commence aussi à vendre et à écrémer son effectif. Donc tu as les départs comme Verretou, tu as le prêt de Kaetachar qui a été officialisé cette semaine à Real Sociedad, tu as ça y est, Matt Turner, on l'expédie loin en MLS, tu as Amin Sarr, tu as Joanne Le Penant, tu as Adrielson, Saïd Benrahma, Lucas Perry, là tu as des retours de prêt, des options d'achat, des transferts qui étaient prévus, Cherki Perry. Je pense que là on pourra rajouter évidemment Malik Fofana.
Et après, avec ça, bah, petit à petit, t'es en train de retaper une équipe. Pour le coup, Moreira, je le trouve pas dingue. Moi, je trouve que pour un joueur recruter 2 millions d'euros au Sporting B, je pense que c'est là où tu dois mettre le curseur d'attente. Et que Moreira, pour l'instant, ce que j'ai vu en prépa, j'ai pas vu tous les matchs. Et ça se trouve, t'es mieux renseigné que moi. Mais je trouve que c'est pas mal. Fofana vendu 25 millions Everton. Putain, s'ils font ça, c'est vraiment qu'ils vendent très très mal. Moi, Fofana, s'ils veulent bien le vendre, faut que ça parte à 40. Faut que ça parte à 40 quoi qu'il arrive. Du coup, on a eu cette information. L'OL n'a pas réussi à faire l'Esmelou. Ça a coincé avec le Stade Brestois qui en demandait plus que 6 millions d'euros. Par contre, ils vont recruter le polyvalent milieu offensif tchèque du Victoria Pilsen, Pavel Souk, qu'on va accueillir contre une indemnité de 7,5 millions d'euros. Joueur de 24 ans. Son dynamisme, son coffre, sa capacité à presser, son adresse dans la finition sont les qualités principales de cet attaquant international, 14 sélections, 4 buts. L'OL va dépenser 7,5 millions d'euros hors bonus pour racheter sa dernière de contrat. La concurrence était rude. Stuttgart, la Lazio, Brighton, qui a adressé une dernière offre aux joueurs ce vendredi. Si Brighton est sur le joueur, c'est plutôt bon signe. Stuttgart aussi, la Lazio, des équipes européennes, c'est quand même... Ça signifie quand même que l'OL ne s'est pas trompé. Souk a été convaincu par le projet lyonnais et Paulo Fonseca devrait bientôt pouvoir compter sur une recrue offensive supplémentaire. Je ne suis pas supporter de l'OL. Moi, c'est les Girondins de Bordeaux. Et j'aimerais beaucoup faire des actus mercato sur la N2, mais malheureusement, l'équipe nous zappe totalement. Tristesse et désolation. Ce que je retiens, c'est que Pavel Souk, je l'avais dans une liste de mercato idéal. Moi, en gros, quand je prépare mes vidéos mercato idéal, ce que je fais, c'est que je prends le club, je me note les postes où pour moi c'est impératif de recruter, et après, en conséquence, je fais, tu sais, je mets 3-4 noms par poste. Et après, souvent, le premier, je le mets, ou si le premier, je me dis que c'est pas réaliste, bah, je vais sur le deuxième. Et Pavel Souk, de mémoire, c'est même pas de mémoire, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que j'étais allé sur un autre profil, mais je l'avais prévu pour le Stade Rennais. Je trouvais que son profil de milieu offensif travailleur, qui presse beaucoup, Habib Bey a l'air de beaucoup insister sur justement cet aspect de l'énergie des efforts défensifs. Moi, ça me paraissait intéressant. Du coup, je l'avais mis dans cette shortlist, mais finalement, dans la vidéo, je l'avais pas mis parce que bon, j'avais d'autres joueurs que j'avais mis en avant. Mais pour le coup, pour avoir regardé 2-3 séquences de lui, joueur hyper intéressant, une activité hors norme, une vraie capacité de finition. C'est pas un crack technique, par contre c'est un joueur offensif qui t'apporte beaucoup de choses, c'est un vrai bon joueur de complément et j'aime énormément son profil un petit peu hybride où il peut aller milieu offensif, deuxième attaquant, vraiment il y a pas mal de possibilités pour lui de le voir utiliser. Alors j'ai mis de côté le tweet de Datascout. Pavel Souk rejoint l'OL contre 7,5 millions, 10 moderne, créatif et polyvalent, meneur de jeu, à l'aise aussi en 3-4-2-1, excentré à gauche, il peut jouer ailier intérieur, voire redescendre d'un cran en relayeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut beaucoup dépanner, être, tu vois, un petit peu dans toutes les caractéristiques. Alors, comparaison avec Julian Brandt, que vous pouvez voir là. Bon, si c'est le Julian Brandt de Leverkusen ou des premiers mois à Dortmund, c'est très bien. Si c'est le Julian Brandt des 2024-2025 au BVB, au secours. Il faut fuir. Non, en vrai, la comparaison, je pense qu'elle a de sens parce que dans le profil, c'est vrai que je peux comprendre l'idée, mais Julian Brandt a vraiment énormément chuté de niveau, donc faut pas s'attacher à ça. Par contre, Gibbs White, tu dis ça, par contre, de profil similaire, c'est un petit peu jackpot, mais vraiment, c'est très très bien, quoi. C'est très très bien. Index de performance Datascout, classement premier lié intérieur, deuxième meneur de jeu excentré en République tchèque, avec beaucoup de stats dans le vert. Faute subie, c'est quelqu'un qui subit pas assez de fautes, mais sinon tout le reste, tu vois, c'est ça pour moi, c'est les dribbles réussis. Pour moi, c'est pas un gros dribbleur et les duels offensifs gagnés. C'est pas un mec qui va te faire des différences en 1 contre 1, balle au pied. Par contre, dans la passe et dans le déplacement, c'est un mec très intelligent et c'est là où pour moi il va pouvoir un petit peu évoluer. Je suis très hâte pour notre saison. En fait, ce qui est arrivé à l'OL, c'était un mal pour un bien. Peut-être que tout ce qu'on a vécu, si évidemment il n'y avait pas eu la rétrogradation actée par la DNCG et que l'OL n'avait pas fini en Ligue 2, parce que je pense que l'OL n'aurait pas pu résister à la Ligue 2 et aurait mis la clé sous la porte. Par contre, être en Ligue 1 encadré et devoir faire du mercato malin comme ça, du système D, aller chercher dans le championnat, t'as pas l'habitude, je pense que tout le monde n'attendait que ça. Parce que si l'OL n'avait pas été encadré, les 7,5 millions d'euros de Pavel Souk, ils auraient financé une partie de l'arrivée de Danilo.
de Nottingham, par exemple. Donc, franchement, je trouve que l'équipe, elle va avoir une belle allure. Ce sera peut-être difficile pour les places européennes, quoique, il y a pas mal d'équipes en Ligue 1 qui n'ont pas non plus recruté des masses. Mais c'est sûr qu'on est loin de la situation désastreuse qu'on pourrait être. Mais c'est sûr, c'est que si tu prends l'état des lieux il y a 3 semaines, et là maintenant, tu dis que c'est fort. Pavel Souk, Pavel Souk, il a joué 54 matchs parce que Pilsen a fait pas mal de matchs à droite à gauche. Pavel Souk, il a fait du coup les playoffs, il a fait le championnat, donc 35 matchs en tout. Il a fait de la coupe, 3 matchs. Il a fait de l'Europa League. Pilsen a fait 12 matchs. Donc tu rajoutes à tout ça, t'es quand même à... il a joué contre la Lazio, Ferencvaros, l'Athletic, Anderlecht, United. Il a fait une passe D contre United, Real Sociedad, Francfort et tout. Donc ouais, il a beaucoup joué, quoi. Mais franchement, moi sur le profil, moi je trouve ça super intéressant de la part de l'OL d'aller chercher ce type de joueur. Et pareil pour Tyler Morton qu'on va voir après, et Bouchouari. Mais là, c'est là où j'attends la cellule de recrutement de l'OL. Moi, c'est là où pour moi, ils doivent faire ce type de coup. Et là, quand tu vois l'activité du gars, t'as 106 matchs en milieu offensif. Donc je pense que ce sera là où il sera utilisé. En gros, pour moi, Pavel Souk sera le remplaçant idéologique dans Almada. Faut pas s'attendre à Cherki. C'est pas un créatif comme Cherki. Par contre, c'est un mec qui peut faire cette liaison attaque-défense, être un joueur très énergique. Il a aussi joué en tant que relayeur 23 matchs, 13 en tant qu'avant-centre, 11 milieu gauche. Il a joué un tout petit peu aussi à droite. Mais tu vois, dans la polyvalence et dans le profil, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Je suis hype de fou, je préfère ça et que Textor soit pas là. Ah bah, de toute façon, ce genre de coup avec Textor, même si la cellule de recrutement de l'OL, ils ont pris des très bons gars, Textor, il voit passer la fiche data de Pavel Souk, il la met en dessous de sa pile à lui, où tu as les joueurs de Botafogo, de Nottingham, hein, ça c'est clair. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Et du coup, l'OL serait aussi très intéressé pour faire venir Tyler Morton, jeune milieu international anglais de 22 ans. Il va coûter 10 millions d'euros et s'engagera 5 ans. Ce dernier est identifié de longue date par la Sud lyonnaise, numéro 6 complet et moderne, très à l'aise avec le ballon, capable de jouer 8. Il correspond au profil recherché par Paulo Fonseca pour faire passer un cap à son entrejeu. L'international espoir anglais de 22 ans, encore 2 ans de contrat avec Liverpool, et il est d'accord depuis plus d'une semaine pour rejoindre la France. Ce samedi matin, les négociations ont connu une avancée décisive. L'OL est tombé d'accord avec les Reds autour d'une unanimité de transfert de 10 millions d'euros. Des bonus à hauteur de 5 millions d'euros seront également ajoutés au deal, même s'ils sont assez difficilement atteignables. Liverpool conservera 20% sur une éventuelle plus-value future. Morton pourra arriver à Lyon la semaine prochaine pour y signer son contrat de 5 ans. Bon, bah, c'est vrai que des fois j'ai vu du Morton pour 17 millions d'euros. Là, je me suis dit, franchement, c'est l'encadrement le moins encadré de l'histoire. Et là, pour le coup, Morton pour 10 millions, ça, quand même ça paraît plutôt raisonnable. Alors certains vont se poser la question, comment l'OL peut recruter? L'OL vend quand même. Il y a quand même des joueurs qui partent. C'est ce qu'attendait la DNCG. C'est d'avoir des promesses qui vont un peu plus loin. Cherki, Fofana, Perry, il y en aura peut-être d'autres. Mais après, bon, peut-être que ça sera trop limité en nombre. Mais pour le coup, l'OL a quand même une petite enveloppe mercato. Ils vont peut-être faire moins. Peut-être qu'après, pour terminer, tu auras des prêts et tout. Mais du coup, il n'y a vraiment aucun joueur de City qui aime la région Rhône-Alpes. Bah, le truc du prêt du joueur de City, Hugo Guimet avait mis dans un tweet une réponse où il avait dit en gros, faut bien vérifier que Textor ait bien signé la clause. Textor, entre ça qu'il a oublié, la prolongation du groupe Ama Stadium, tout ça, c'est chaud. Mais oui, l'OL, il y a les ventes, il y a la masse salariale. Il y a beaucoup d'économies qui ont été réalisées. Donc c'est pas mal du tout. Et Tyler Morton, c'est quand même intéressant de voir ce profil-là débarquer. Donner Wisecout sur ce qu'il a fait en Championship lors de la saison du 23-24, où il était prêté à Hull City, droitier, milieu défensif. Ça c'est le tweet de Lucas Compagnie qu'on regarde. L'index global du joueur s'appuie sur un ensemble de données plus large que celles visibles dans le rapport. Plus le sentier est élevé, plus le joueur est performant à son poste. Donc on est quand même sur un joueur qui a des caractéristiques très intéressantes par la passe, par son activité défensive, taclé intercepté, peut-être plus taclé intercepté que faire des duels aériens par exemple, mais c'est un joueur qui fait progresser par la passe, donc un joueur anglais qui n'est pas le Darren Gibson qu'on a pu voir tout à l'heure, qui est un joueur intéressant.
Non, en gros, tu peux pas contractualiser le prêt parce qu'on n'a pas le nom. Il y a plein de trucs à reprocher à Textor, mais là, bon, ok. Bon, écoute, désolé pour l'attaque gratuite contre Johnny Textor. Non, mais je pense juste que ils vont trouver ce joueur. On verra qui ce sera, mais il y aura forcément un jeune de City qui va débarquer. Est-ce que dans l'état de l'OL, Morton est-il un joueur idéal? Vu que le club a un besoin immédiat dans le sportif, Morton pourra-t-il être prêt pour la Ligue 1? C'est vrai que Morton a passé une saison quasiment sans jouer à Liverpool. Ça peut poser des questions. Parce que à Liverpool, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de temps de jeu. Il a fait 2 prêts, Blackburn et Hull City, où il a fait 46 matchs et 41. Et puis après, derrière, c'était plus, tu vois, il a été sur le banc. Il a fait 2-3 entrées en jeu. Là, en PL, il était plutôt sur le banc. C'est vrai qu'il n'a pas énormément joué l'an dernier, quoi. Je veux juste voir avec Liverpool U23 un petit peu plus son temps de jeu. Ouais, il a joué Première Ligue 2. Il a joué un petit peu plus, mais c'est pas dingue en termes de temps de jeu. Avec les espoirs anglais, on a 13 matchs, un but. Et là, par contre, il a plus joué, tu vois. Voilà, c'est un joueur qui sort pas non plus d'une saison totalement blanche, quoi. Les attaques, c'est bien le seul truc gratuit qu'on peut avoir à Textor. Elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal celle-ci, hein. Alors, Bouchouari, tu y crois? Ça, c'est une dernière info dans notre tour d'horizon du mercato. Morton, je l'ai pas trop vu à l'œuvre. Je trouve que le profil du joueur à la passe est intéressant, en plus de Tessman et Tolisso. Mais est-ce que c'est un joueur qui sera pris immédiatement pour la Ligue 1? Je ne sais pas. Pour l'Europa League aussi. En tout cas, je trouve que c'est pareil. C'est bien d'avoir ce type de prise de risque de la part de l'OL. C'est un joueur différent. Il fallait un besoin au milieu de terrain. Et de toute façon, les Anglais gardent toujours une belle cote en Angleterre. Si ça prend très bien, ils vendront très cher. Si ça prend pas forcément, tu auras toujours un club de Championship pour mettre 5-6 millions d'euros, quoi. En tant que fan de Liverpool, très bon prêt à Blackburn et bonnes apparitions l'année dernière, mais trop famélique. Bon, tu vois, c'est ça. Je trouve que l'an dernier, il a pas trop joué. Je pense qu'il aurait dû enchaîner un nouveau prêt. Peut-être un club de PL, genre bas de tableau, type les promus, Southampton, Ipswich, voire Burnley en Championship. Mais là, on va voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est la dernière info qui est sortie. Moi, je suis content parce que je vais pas dire que je me suis offusqué, mais j'avais interpellé mon audience en disant comment un Benjamin Bouchouari à 3-4 millions d'euros, il n'y a aucun club de Ligue 1 qui va là-dessus alors qu'il va filer en Turquie. Alors, proche de s'engager avec Trabzonspor avant que le dossier tombe à l'eau, Benjamin Bouchouari voit désormais l'Olympique Lyonnais arriver à charge. Pour moi, Bouchouari, il y a quelques pépins physiques, mais à 3-4 millions d'euros, je trouve que le prix du joueur se tente tous les jours. Je trouve que c'est le genre de pari dont la Ligue 1 a besoin. Je sais que les finances, on a tous besoin de se serrer la ceinture. Qu'il n'y a pas un euro à dépenser. D'ailleurs, il y a des clubs qui n'ont pas d'argent, comme Le Havre, tout ça. Mais ce type de coup, je trouve que pour un OL, si tu enlèves l'aspect rivalité, justement, est-ce que l'OL pourra avoir un Bouchouari à 4 millions d'euros? Est-ce que Saint-Étienne va pas se dire, on vend quand même à notre ennemi juré? Est-ce qu'on va pas demander le double? Je ne sais pas. Et du coup, Bouchouari, ça tomberait à l'eau. Juste pour le plaisir d'aligner l'année prochaine à Geoffroy Guichard. C'est vrai qu'il a passé 3 ans à Geoffroy Guichard. Il est très apprécié des supporters. Dans le profil, moi j'adore le Bouchouari. Ce qui démontre, franchement, c'est un joueur qui est très actif, très énergique, bonne projection. On parle beaucoup du Verratti de Saint-Etienne et je comprends pourquoi. Et pour le coup, Bouchouari là, je trouve que ce serait top. Vraiment trop bien, quoi. Évidemment, après, je me place en tant que neutre et fin observateur de la Ligue des Talents. Je peux comprendre que pour un Stéphanois, je vais rester poli, mais ça embête pas mal, quoi. Enfin, voir ce type de joueur, t'as pas envie qu'il aille à l'OL. À limite qu'il aille ailleurs en France, Lens, Auxerre, Toulouse. Qu'il meurt, je pense qu'ils n'ont pas autant d'attache à cette rivalité avec les supporters. C'est vrai, peut-être que les dirigeants, eux, d'un point de vue économique, s'ils voient l'offre de 4 millions, peut-être aller 4-5 avec des bonus, ils vont fermer les yeux dessus. Et les supporters, ce sera le joueur qui prendront en grippe. Selon les informations, il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui apprécie particulièrement le profil de Benjamin Bouchouari, le club rhodanien qui entend se renforcer en milieu de terrain cet été, est en train de recruter Morton et Pavel Souk. Mais Benjamin Bouchouari est un dossier indépendant pour la direction rhodanienne. Reste cependant à savoir si la nature du club intéressé pourra la SSE se montrer ouvert à une vente. Les Verts n'ont plus vendu directement un joueur à l'Olympique Lyonnais depuis 16 ans. Tu vois, je me posais la question. L'arrivée de Bafé Gomis chez les Gaunes contre 15 millions d'euros à l'été 2009. Tu vois, c'est que ça remonte à un petit moment. Mais un an à la fin de son contrat, joueur Ligue 2, ça peut être ça. C'est une alternative à Pierre Lesmelou. Je pense que l'alternative entre Pierre Lesmelou, c'est l'OL à aller sur différents postes. Je pense que Morton et Bouchouari
pour les besoins milieu de terrain, ça va être ça. Je pense que c'est l'alternative à PLM, quoi. Je vais pas te mentir, c'est plutôt nous en tant que Lyonnais, on va pas aller l'accueillir à bras ouverts. Je peux comprendre. Bah, après, on s'en souvient que dans le sens inverse, Anthony Mounier avait passé 48 heures express avant de refiler. Lui qui a été formé à l'OL, qui a tenu des propos très durs contre Saint-Étienne, hop, il arrive à Saint-Étienne-en-Pré, les supporters qui font beaucoup de bruit, et il repart illico presto, quoi. Et même, je me souviens de Steve Malbranck, qui pareil était un Lyonnais identifié, qui a passé beaucoup d'années en Première Ligue. Lui, quand il a fait juste 3 semaines à Saint-Étienne, et hop, il est reparti, quoi. Donc on verra, mais en tout cas, que ce soit l'OL ou autre, je suis content de voir un Bouchoirie rester en Ligue 1. Potentiellement, je pense qu'on a besoin de ce type de joueur. Ce serait bien qu'il reste quand même dans notre belle Ligue des Talents. Du coup, on va aller vous faire le petit tour des transferts comme d'habitude, voir un petit peu ce que ça donne. On a Saoul Abdelhamid, ça y est, c'est fait, qui arrive en prêt à Lens. Xavi Babika qui quitte Toulouse pour l'Étoile Rouge de Belgrade, 4 millions d'euros. Loïs Diony qui part libre de Angers et qui arrive en Turquie à Manisa FK Sport. Les transferts de l'OL qu'on a vus, Jujeka Etachar, Matt Turner, qui s'en vont en prêt. Mohamed Jawab qui passe du Stade Rennais à Valladolid. Igor Pachao s'est fait à l'OM, 30 millions. On parlait de 35 millions avec bonus. On a Oussama El Aouzi, milieu défensif de Bologne, qui arrive à Auxerre, 24 ans. Très intrigué. J'aime beaucoup le mercato d'Auxerre pour l'instant, qui n'a pas fait beaucoup de mouvements, mais qui a recruté Francesco Serralta de Watford, Marvin Senaya, libre de Strasbourg. On a El Aouzi, on a Ibrahim Osman qui arrive en prêt. Ça va être un peu un nouveau joueur sensation après Junior Ahmed Traoré et Josué Casimir. J'aime vraiment le mercato serrois. Je trouve qu'il est très intelligent, serein, sans faire trop de bruit. Vraiment, je trouve que ça bosse bien à la GIA. Et on a évidemment Santiago Hidalgo, jeune attaquant argentin qui arrive à Toulouse. Et ensuite, je pense que les autres championnats, il ne s'est pas passé grand chose de mémoire. On va aller voir ça vite fait. Personne ne s'est penché sur Akpa. Peut-être qu'il y a des joueurs à Auxerre qui ont un bon de sortie et qu'Akpa sera plus pour l'été suivant. Peut-être que ça va se passer comme ça. Je pense que ça pourrait être le cas, quoi. On va faire top 10 championnat peut-être pour voir un petit peu plus. Donc Jorel Atto à Chelsea, 44 millions d'euros. Ça c'est fait. Rob Holding qui rebondit libre en MLS Colorado. Lui c'est normal. Aaron Ramsdale qui arrive à Newcastle à un prêt payant 4,6 millions d'euros. Une belle option d'achat. David Moller-Wolf, le bien nommé, qui arrive à Wolverhampton. Un joueur qui porte le nom du club où il évolue, moi je trouve ça toujours bien. J'ai en souvenir Armand Lorienté, le bien nommé Lorienté, qui avait signé à Lorient. Mais là, pour le coup, David Moller-Wolf qui finit à Wolverhampton, je trouve ça toujours bien sympa. Sinon, on a Callum Wilson, on en a parlé. On a Robin Roos qui arrive à Sunderland, 10 millions. Ouais, on n'a pas eu tant de mouvements que ça, quoi. Liga, hop. Juste pour voir, c'est toujours la Liga qu'il faut mettre. Sinon, ce ne sera pas bon. Steven Ireland, qui était international irlandais. Très bon. Étienne Green à Saint-Etienne. C'est vrai que ça marche aussi. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un Wolf qui a joué pour Wolfsburg. Et ça, j'étais vraiment enchanté de l'apprendre. Ça, c'est le transfert qu'on avait vu déjà en Espagne avec Santiago Mourinho qui était retourné à l'Atlético pour être vendu à Villarreal. Donc ça, on n'a pas trop bougé en Espagne. En Italie, qu'est-ce que ça donne un petit peu chez nos amis transalpins? On a Saul Abdelhamid, donc ça c'est fait. Bradaric, on l'a vu. Stucker, en Italie. Gilardi qui arrive à la Roma. Ça va être intéressant comme recrue, j'aime beaucoup. Un défenseur central supplémentaire qui arrive du Hellas Vérone. Et notre bonne vieille Bundesliga, qui est plutôt calme pour le moment, en dehors de Luis Diaz et de quelques mouvements de Leverkusen. Il y a Job Bellingham quand même, c'est pas mal. T'as Stuttgart qui a pas mal recruté, je l'ai dit. Donc là, t'as Granit Xhaka qui quitte le championnat. Après, tout le reste, on l'avait vu. Mario Richter, Thomas Müller qui devrait aller en MLS. L'Allemagne, il n'y a vraiment rien eu, tout club confondu. C'est vrai que c'est un mercato qui est très calme en Allemagne. C'est le calme plat absolu même, je devrais dire, quoi.
Bon les amis, on arrive au bout de cette émission du récap Mercato. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi, d'avoir été présent, attentif durant ces quasiment 2 heures. Ça fait grandement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, je pense jeudi pour le prochain récap Mercato, histoire de voir un petit peu toujours les mouvements. Comme je vous le dis, il y aura une vidéo sur Sunderland en début de semaine, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Comme toujours, le like, l'abonnement, le commentaire. Et puis désormais, vous savez que vous avez le code de Scipion en podcast à l'écouter. Pensez aux 5 étoiles pour faire grandir le projet. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné en ce dimanche soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon courage à ceux qui bossent. Profitez bien de vos vacances pour les autres. Et puis on se dit à très très vite les potes. Salut à tous.